Et bonsoir à tous, on est de retour après cette petite pause. Désolé, on a eu un peu de retard aussi parce que l'émission de la Perm a commencé un peu tard, donc il y a eu un décalage. Donc on va pas perdre plus de temps. Là, durant cette émission, on va parler, une fois n'est pas coutume, d'antisémitisme. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'arrête pas de parler de ça depuis 3 mois. Donc on va poser la question de savoir si la France insoumise, si Mélenchon, Soudet, Guiraud peuvent être qualifié d'antisémite. On va parler aussi de la lutte contre l'antisémitisme et de l'instrumentalisation de la lutte de l'antisémitisme. Pourquoi il y a autant d'attaques à l'encontre de l'AFI et des dirigeants de l'AFI? Est-ce qu'il y a un fondement ou est-ce que c'est juste une instrumentalisation à des fins politiques? Donc on va poser tout ça et on va aussi se demander, au final, qu'est-ce que c'est l'antisémitisme? Parce que j'ai l'impression que tout le monde parle de l'antisémitisme sans vraiment qu'on ait de définition claire et de manière de la concevoir et comment lutter contre ça. Et donc, pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir tout d'abord Simon Hassoun, militant UJFP et Tzedek. Salut Simon, ça va? Salut, ça va et toi? Dans les nouveaux studios. Salut. Alors, il y a qu'une chose qui ne change pas, c'est le retard. Ouais, Voilà, donc on reste sur les bonnes bases. Ensuite, Youssef. Comment ça va, Youssef? Très bien. Est-ce que tu as beaucoup parlé juste avant? J'ai pas pu écouter. Très peu. Est-ce que tu peux juste présenter, avant que je présente les autres, ton t-shirt, s'il te plaît, ton très joli Eh t-shirt? bien, mon très joli t-shirt, d'ailleurs tu as le même, eh bien, nous ont été confectionnés et généreusement offerts par toute une bande de joyeux camarades de Lausanne, Vladimir, Kostia, etc. et d'autres, que nous tenons à féliciter, enfin à féliciter pour cette œuvre, pour cette belle œuvre, Vlad, et puis donc aussi à saluer, bonjour les amis de Lausanne. Voilà. En Suisse. Et ensuite, oui, bien sûr, Lausanne en Suisse, pour ceux qui ne savent pas. Et on a de fervents camarades, de fervents amis là-bas. Merci encore, vraiment, de nous soutenir, de nous suivre. Et je continue avec Monsieur Élie Dupré. Salut Élie. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es écrivain et tu es aussi l'auteur du très très bon article, je ne sais pas si tu l'as lu Simon, qui a été publié là sur Contretemps, si quelqu'un peut donner le lien. Salut Élie, c'est un plaisir de te recevoir. Est-ce que tu nous suivais un petit peu avant ou Ouais, moi ça fait. Alors il faudra bien bouffer le micro quasiment, voilà. Ça marche. Je sais qu'il y a une tradition de son de gauche à maintenir Voilà, c'est ça. sur ce stream, donc ouais, non, je vous suis. Il n'est pas content. Alors, Respect aux techniciens, c'était pas. le problème, c'est que là, avant, en fait, juste un petit détail, c'est qu'avant, ils étaient de l'autre côté du mur, donc on les entendait pas. Là, les gens, ils sont dans le studio, donc ils vont nous casser les pieds, mais c'est pas grave. La pression est intense. Mais non, pour répondre à ta question, ça fait à peu près 1 an que je vous suis sur Twitch, que ce soit PDH ou même toute la Zawa Prod, donc merci de m'avoir invité en tout cas ce soir. Mais merci à toi d'être venu. En plus, c'est bien si ça peut faire des rencontres et tout, et de se voir en vrai et de discuter de tout ça. Merci Fabien pour le texte et Brogo Potkin pour le texte. Et enfin, Yazid. Ça va Yazid? T'as l'air un peu fatigué. Bien quoi? Fatigué comme un jeune parent. Ah ouais? Ah bah oui. Je me suis fait D'où la blessure là? Exactement. C'est le petit? Ouais. Samedi, entre samedi et dimanche, à 4h30 du C'est matin. dangereux les petits, attention. Ah, C'est très dangereux les Bah, petits. on m'a fait observer que j'aurais dû lui couper les ongles. Ah, Ce que je n'ai pas fait de manière suffisamment assidue. Donc c'est Ah, ta non, faute. ouais. Oui, bah oui, c'est C'est toujours dans ce comme genre les de petits- cas. Comme les animaux sauvages, il faut faire gaffe. Exactement, c'est ça. Pas encore dressé. C'est comme les pauvres, c'est leur faute. C'est parce qu'ils travaillent pas assez, ils vont pas traverser la rue. Bah moi, j'ai pas coupé les ongles, donc c'est pour ça que je suis blessé. Ben, En tout cas, bravo. on a hâte de le voir. Et bah ouais. Il a quel Bah, âge en là? fait, une fois, j'ai essayé de le faire venir, mais il a commencé à hurler en studio. Je sais pas si tu te Ah, il Ouais. sent le truc. Il a le flair, le petit. Il a le flair. Il a maintenant. Je suis trop petit pour avoir des problèmes. On est arrivé là, et il a commencé à hurler. Bon, c'était de l'autre côté, c'était dans le 20e, et il a commencé à hurler. Donc ça a été un fail, on a dû ressortir tout de suite. Tu nous rappelles son prénom? Eyad. Et un prénom très pratiqué en Palestine notamment. Très pratiqué. Ouais. Eyad. Eyad. Palestine, Liban, Syrie, c'est un prénom très. Eh ben écoutez, maintenant qu'on va parler de bébé, on va parler d'antisémitisme. Ouais. La première clair. question que je voudrais vous poser pour lancer un peu le sujet, donc on a vu, ça fait plusieurs mois, mais même avant le 7 octobre, il y avait déjà des choses comme ça qui se lançaient à l'encontre, à l'égard de la France insoumise. Mais depuis le 7 octobre, et notamment en raison de la position de la France insoumise, ça fait plusieurs accusations d'antisémitisme qui ont été adressées à l'encontre de figures de la France insoumise. On a vu plusieurs fois Mélenchon avec Yael Braun-Pivet, il me semble, aussi avec Elisabeth Borne, même
déjà de base, la position de la France insoumise sur le conflit en Palestine est vue comme une position par certains antisémites. On a vu aussi Guiraud avec les Dragons Célestes, le tweet où il fait une référence à One Piece. Ercilia Soudey, qui avait été aussi accusée d'antisémitisme, notamment avec l'émission où elle était venue chez nous et selon certains, elle aurait rigolé au mauvais moment. Donc la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous accordez du sérieux à ces accusations? Est-ce que pour vous, il y a un fond de vérité qui doit vraiment nous faire réfléchir sur les positions de la France insoumise, ou il faut plutôt relativiser et prendre au sérieux l'accusation? Qui veut commencer sur ça? Allez, Simon, j'ai vu ton petit hochement d'épaule. Faut pas croiser mon regard quand je pose. Moi, j'aurais envie de te répondre qu'elles sont toutes très sérieuses et toutes très importantes, ces accusations d'antisémitisme, mais pas nécessairement sur le fond est-ce que c'est des vrais faits, des réels faits d'antisémitisme, mais plutôt sur leurs effets politiques qu'elles ont sur la situation. Dans le fond, la plupart de ces attaques, enfin la quasi-majorité de ces attaques, elles relèvent surtout, à mon avis, du procès d'intention. Tu évoquais par exemple le tweet de David Guiraud, où il met une image de One Piece et on lui a accusé en fait de faire passer un message, c'est-à-dire d'utiliser un dog whistle à un public antisémite qui aurait compris du coup de quoi David Guiraud parle. On peut aussi évoquer Mathilde Panot qui avait utilisé le mot déporté à un moment donné pour décrire la situation de Salah Hamouri. Oui, je me rappelle. Il y avait Ercilia Soudey. Campé avec voilà, Mélenchon avec Campé. Tout ça, on est dans le procès d'intention qui se maquille à travers l'utilisation du trope ou du dog whistle, qui est un certain détournement de ces notions, parce qu'en fait, le dog whistle, ça implique quand même une certaine notion d'intention et de contexte d'énonciation. Voilà. Donc c'est une personne qui aurait l'intention de faire passer un message, en l'occurrence antisémite, à un public qui serait averti et qui comprendrait la chose comme il se doit. C'était rescapé pour Panot. Je fais juste un détail, c'était rescapé pour Panot. Non, rescapé, c'était pas Mélenchon. C'était par rapport à Borne. Rescapé, c'était par rapport à Borne. Ah oui, voilà, pardon. Rescapé, Borne, Voilà. qui fait camper. Fille déportée. Et en fait, Voilà. ça a fait... Donc toutes ces attaques qui au final ne durent pas très longtemps, c'est des attaques très médiatiques qui sont sur une temporalité très courte, très médiatique, mais qui font pour autant énormément de dégâts. Elles relèvent essentiellement du procès d'intention, c'est-à-dire qu'on va supposer que la personne a un fond antisémite et qu'elle a une intention antisémite, mais finalement sans aucun étayage matériel et ou politique. Parce qu'on ne parle pas de forces politiques ou de militants ou de dirigeants politiques qui sont antisémites ou qui ont un programme antisémite, pas du tout. Voilà, la seule attaque, il fallait qu'on parle le seul fait qui a été reproché à Mélenchon et qui mériterait peut-être de s'y attarder, c'est effectivement quand il avait réagi, il avait été interrogé sur Éric Zemmour, où il avait dit que Éric Zemmour reproduisait un scénario culturel. Bon, effectivement, c'était un propos qui, oui, pour le coup, pouvait être décrit comme antisémite. Il a fait amende honorable, il a reconnu s'être très mal exprimé, etc. Bon, à part ce fait-là, effectivement, on est surtout sur des attaques qui relèvent du procès d'intention et dans lesquelles, en fait, il n'y a absolument aucun élément concret, matériel, sérieux. Maintenant, sur leurs effets, sur l'effet qu'ont ces attaques-là sur le débat public, elles sont extrêmement sérieuses et extrêmement importantes. Déjà, notamment par rapport à la lutte contre l'antisémitisme. Parce qu'effectivement, le premier effet que ça a, c'est que finalement, on ne sait plus vraiment qui est antisémite, qui n'est pas antisémite. Qu'est-ce que l'antisémitisme? Est-ce que l'antisémitisme, c'est mettre un tweet avec un gif de One Piece sans message antisémite derrière? Est-ce que c'est utiliser le mot rescapé ou le mot déporté? Et en fait, du coup, finalement, on crée une catégorie antisémite dans laquelle cohabiteraient des militants de la gauche radicale qui sont dénués de programmes antisémites ou d'idées antisémites, et des gens comme des militants de Reconquête ou Éric Zemmour. Ouais, se mettre au même niveau à partir. Voilà, donc du coup, ça apporte énormément de confusion, et ça porte préjudice à la lutte contre l'antisémitisme. Le deuxième effet de ces attaques-là, c'est des effets de neutralisation à l'égard de la France insoumise en tant que principale et unique force parlementaire d'opposition à non seulement le bloc bourgeois qui est au pouvoir, néolibéral, mais aussi le bloc fasciste d'extrême droite qui est aux portes du pouvoir et qui avance en fait en réalité. Et la marche du 12 novembre en était quand même une illustration assez percutante. Ils ont marché ensemble. Voilà. Qui est un Didier antisémite en plus.
Pardon ? Qui est un vivier antisémite. Et qui est un vivier antisémite, ouais, complètement. Et effectivement, ça ne date pas du 7 octobre, et ça date en réalité de beaucoup plus loin en arrière, parce que tout ce discours-là qui est en train d'être tissé autour de la gauche, qui serait un vivier d'antisémitisme effréné, qui serait le nouvel antisémitisme, entre guillemets, etc., ça date en réalité du tout début des années 2000, juste après les attaques du 11 septembre, dans un contexte, et c'est là où c'est important de saisir le contexte dans lequel voilà, tout ça, tous ces discours-là sont énoncés, qui est un contexte de confirmation de la figure du musulman comme étant la principale figure ennemie de l'Occident, ennemie à la fois extérieure et intérieure. C'est aussi le début des années 2000, une période où se réorganise aussi la défense de l'ordre bourgeois, de l'ordre capitaliste, qui avait, on sortait quand même d'une séquence de lutte de classe au milieu des années 90 qui était quand même importante. Et tout de suite, si tu veux, les attaques du 11 septembre, elles sont aussi une période où on a la seconde intifada qui commence en Palestine. Et justement, c'est à ce moment-là qu'on commence. Taguieff et tout, c'est ça? Il y a Taguieff, il y a Finkielkraut, il y a Landman, etc. Et c'est à ce moment-là, en 2002, où on allume un gros contre-feu. Alors, on est en pleine opération rempart de répression du mouvement palestinien en Palestine. Et on allume en France un contre-feu parce que cette opération-là, rempart, choque énormément la population, choque énormément dans la classe médiatique. Et on allume ce contre-feu en amenant en fait ce discours-là sur une montée sans précédent de l'antisémitisme, qui par ailleurs, il y a une réalité de l'antisémitisme en France et de pic de montée d'antisémitisme, notamment en écho lorsque ça s'embrase en Israël et en Palestine. Mais voilà, on allume ce contre-feu. C'est en 2002 où Finkielkraut parle d'année de cristal, quand même, pour parler, pour décrire cette montée des là aussi. Dernièrement, là, on a parlé évidemment de loi de cristal. C'est pour ça que ça date en fait au final de loin. Même Simone Veil, il avait vertement critiqué Finkielkraut pour ces propos-là. En 2004, on a le rapport Ruffin qui parle d'antisémitisme d'importation. C'est-à-dire on ne serait plus face à un antisémitisme produit par la société française. Alors, il demande pourquoi de cristal. C'est en référence à la nuit de cristal. Voilà, la nuit de cristal. Au tout début, un peu après la prise de pouvoir d'Hitler en Allemagne. Normalement, c'est le b.a.-ba de l'histoire qu'on apprend au collège, non, Youssef? Oui, tout à fait. Voilà, mais c'est exactement comme là, après les attaques du 7 octobre, on nous disait c'est semblable à une Shoah, c'est un pogrom, etc. Ouais. En 2004, le rapport Ruffin, commandé par le ministère de l'Intérieur, nous parle d'antisémitisme d'importation. Ouais. L'antisémitisme en France ne serait plus produit par la société française, il serait le fait des immigrés et surtout et principalement des immigrés musulmans. On a une espèce d'équation qui se tisse, musulman égale antisionisme égale antisémitisme. Et c'est à cette époque où on a des premiers procès qui tombent contre des personnalités ou des personnalités politiques ou médiatiques de gauche. Le procès contre Mermet, le procès contre Daniel Mermet de l'émission Là-bas si j'y suis. On a la Fabrique qui va se prendre un procès également, Edgar Morin qui va se prendre un procès, etc. Il y a Ciné aussi, non? Ciné qui avait été qui a été viré par Philippe Val de Charlie Hebdo. Ouais, c'est ça. Ouais. Exact. On a des ouvrages qui sortent à cette période, notamment celui de Ben Soussan sous le pseudonyme d'Emmanuel Brenner, Les territoires perdus de la République, voilà, qui est une étape aussi importante. 2004. On a la loi sur le voile, d'interdiction du voile à l'école. Donc on est dans une période de montée de l'islamophobie en tant que racisme d'État. Et c'est à ce moment-là, et aujourd'hui, on est en train de vivre une accélération de ce qui se produit à partir du début des années 2000, une espèce de radicalisation du discours républicaniste, parce que c'est à ce moment-là que la notion de république devient un peu le cri de ralliement des réactionnaires et des islamophobes de tout poil, qu'ils soient de gauche, qui soient de gauche ou de droite. Et donc c'est à ça qu'on insiste aujourd'hui. Et peut-être pour finir, faire tourner, mais je parlais de Dog Whistle. Je parlais de Dog Whistle au début de mon intervention. Moi j'ai envie de dire que cette manière-là de dire que le nouvel antisémitisme est celui de la gauche, ou que de dire que la gauche radicale est un des principaux foyers d'antisémitisme en France, ou que ses leaders seraient gangrénés par l'antisémitisme, finalement fonctionne aussi comme un dog whistle islamophobe, parce que le discours islamophobe aujourd'hui, et à partir du début des années 2000, va pour se déployer, pour se légitimer,
employer à son service, détourner plusieurs notions. On peut parler de la laïcité, évidemment, une notion dévoyée plus que jamais, mais également de cette question de lutte contre l'antisémitisme. On va déployer un discours réactionnaire, raciste et autoritaire en se parant des vertus de la lutte contre l'antisémitisme et de la défense des juifs. Et aujourd'hui, on assiste, c'est peut-être ça qu'on peut mettre derrière le terme de corbinisation des leaders de la LFI, on assiste à une accélération et à une radicalisation de ce discours. On va y revenir aussi sur Corbyn, tout ça. Toi, Youssef, est-ce que tu accordes aussi sur les accusations d'antisémitisme à l'égard des membres de la France Insoumise? Je reprendrai un petit peu ce qu'a dit Simon, ce qu'a très bien défini Simon. Juste, je rajouterai un point. Effectivement, tu as tout à fait raison. C'est après le 11 septembre et c'est au début des années 2000 qu'effectivement, on va voir fleurir, si je puis dire, ces accusations d'antisémitisme portées contre et qui vont de pair avec la montée de l'islamophobie. Alors Tarek Ramadan a été d'abord Tarek Ramadan a été vraiment une des principales sources. Vous vous souvenez quand Tarek Ramadan avait voulu dénoncer un certain nombre d'intellectuels communautaires, mais qui effectivement par communautarisme ou pas, peu importe en tout cas. Il avait dénoncé un certain nombre d'intellectuels qui étaient pro-sionistes, etc. Donc c'était je crois que c'était au moment de Rempart aussi, l'opération Rempart. Et aussitôt, on avait commencé à l'accuser en disant il a fait une liste de juifs. Il a fait une liste de juifs. Hein, d'accord, c'était ça l'idée. Et alors aussitôt, c'était quasiment devenu le représentant du nouveau nazisme. Le bouquin Pardon ? Non, le bouquin de Taguieff, la nouvelle judéophobie en 2002, effectivement, est un jalon extrêmement important. La nouvelle judéophobie. C'est lui qui a apporté, il me semble, l'idée vraiment de nouvel antisémitisme des oui, banlieues, qui a absolument. donné un crédit académique, entre guillemets, à ça. Tu as tout à fait raison, c'est lui qui effectivement, alors après c'est devenu la grande référence, c'est en 2002, il en est fier d'ailleurs, il le dit à chaque fois, c'est grâce à moi, etc. Donc ça va être repris. Et vous l'avez compris, cette nouvelle judéophobie, eh bien ce serait la judéophobie des musulmans, évidemment. Hein. Alors ce qui est intéressant, c'est de placer cette séquence. C'est lui aussi, islamo-gauchisme, qui a commencé à parler de ça. Oui, tout à fait. C'est lui aussi qui a parlé d'islamo-gauchisme, absolument. Taguieff, qui pour moi est un des principaux penseurs de la réaction aujourd'hui en France. Il faut vraiment avoir ça en tête. C'est un grand précurseur. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est de mettre ce lien. Alors, nous, on va la jouer à l'envers, comme on dit. C'est que, évidemment, comment Taguieff se prétend de gauche. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il faut inscrire cette séquence plus globalement dans la reconquête du pouvoir, dans la volonté de reconquête du pouvoir, dans les années 80, de la droite extrême. Et notamment avec une revue qui joue un rôle très important, c'est la revue Éléments d'Alain de Benoît, le grand penseur de la droite et de l'extrême droite aujourd'hui en France, celui qui a théorisé l'union de la droite et l'extrême droite. Et on est en train d'y arriver. C'est un travail qu'il a mené depuis les années 80. C'est Alain de Benoît, qui est quelqu'un d'assez brillant, je tiens à le dire, pour connaître même quand un ennemi est brillant, je veux dire, mais c'est un fait. Et cette revue, qui est la revue du GRES quand même, groupe de recherche et d'études sur les civilisations occidentales, vous avez compris, eh bien, sur les civilisations européennes, c'est carrément du nazisme, il faut avoir ça en tête. Mais c'est une revue qui est intelligente parce qu'elle aborde des tas de questions et elle est assez déroutante parfois au niveau de... Et c'est Alain de Benoît qui a commencé à théoriser cela. Et les années 80, c'est le moment où la droite et l'extrême droite, entre autres, cette revue, se rend compte que un des arguments principaux de la gauche, qui était la lutte contre l'antisémitisme, c'est un des thèmes principaux historiquement de la gauche quand même. On sait bien que la gauche en France s'est constituée avec l'affaire Dreyfus, avec entre autres la Ligue des droits de l'homme et l'affaire Dreyfus. Officiellement, c'est une des naissances de la gauche française. Eh bien, la droite s'est rendue compte à quel point elle pouvait reprendre cet élément et le renverser contre son ennemi, la gauche. Et c'est à ce moment-là que on a commencé à voir les prémices de ça dans les années 80-90. Donc, actuellement, c'est cela. La gauche la droite et l'extrême droite, ce grand bloc qui est en train de se constituer, se rend compte, elle retourne cet argument, comme on a dit, laser, cette arme laser. Je crois que c'est Mélenchon qui avait dit cela, il a raison, qui paralyse, le rayon paralysant.
le rayon paralysant. Hein. D'ailleurs, ça a été vu dans Le Monde, dans l'article du Monde, c'est vu comme un argument antisémite. Bien sûr. C'était mobilisé comme. Bien sûr, parce que tout ce que de toute façon, tout ce qui est dit maintenant, hein, c'est exactement comme dans le film américain. Hein, tout ce que vous allez dire pourra se retourner contre vous. Ouais. C'est que la moindre parole de la FI, etc., se retourne automatiquement. On va trouver une connivence. Alors, juste pour finir, je veux dire qu'effectivement, l'antisémitisme existe et tout le monde dans ce pays est traversé par l'antisémitisme. On le sait, nous, comme des coloniaux, on le sait parfaitement. Comme la négrophobie, comme la homophobie, comme le machisme, etc. Et donc dire que a priori, personne ne peut échapper à cela. Personne n'est immunisé contre les clichés musulmans, juifs, etc. Alors, si ce n'est pas l'antisémitisme, ça va être autre chose, etc. Peu importe. Et ce que je veux dire, c'est que, ce qui est fait à la FI aujourd'hui, alors, on ne va pas apparaître comme étant complotiste, hein, mais répond réellement. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas quelque chose qui a été fortuit. C'est quelque chose qui a été pensé réellement. Mais on va y revenir. Voilà. Pour Elie, toi, pour les accusations d'antisémitisme sur la FI. Bon, alors je partage énormément de ce qui a été dit à la fois par Simon et Youssef. Moi, je pense que globalement, il est évident qu'il y a une instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme par le bloc bourgeois, par la droite et par la fausse gauche dans le cadre d'une lutte pour l'hégémonie à gauche. Et c'est très clair. C'est ce dont Corbyn a été victime au Royaume-Uni. Et on voit comment il a été sorti sous ces prétextes fallacieux par la droite du Parti travailliste sur des accusations tout à fait infondées d'antisémitisme. Et c'est aujourd'hui ce à quoi on assiste à gauche. Le PS, ELV et le PCF ont choisi comme occasion pour faire sauter la NUPES le conflit israélo-palestinien et les accusations d'antisémitisme pour LFI. C'est vraiment une instrumentalisation cynique de leur part. Et parallèlement à ça, c'est aussi quelque chose qui est utilisé par la droite et par la bourgeoisie de manière générale pour redéfinir un arc républicain avec l'extrême droite et sans la gauche. Et ça, tous les discours autour du nouvel antisémitisme, comme ça a été rappelé à l'époque, ça s'inscrit vraiment dans cette logique. C'est-à-dire que d'une part, ça criminalise la gauche, ça affirme que la gauche est porteuse d'un nouvel antisémitisme, que les populations issues de l'immigration postcoloniale sont porteuses de ce nouvel antisémitisme, et en même temps, ça dédouane la droite et le reste de la société française. Et tu évoquais tout à l'heure, Youssef, le procès qui avait été fait à Tariq Ramadan d'avoir dressé une liste d'intellectuels communautaires. Je rappelle que quelqu'un qui a réellement dressé une liste de juifs, c'est Renaud Camus. Oui. Et que Renaud Camus a été défendu, notamment par Finkielkraut et par beaucoup d'autres intellectuels. Qui reprennent leur théorie du grand remplacement. Donc il y a souvent ce double mouvement qui est à la fois d'incriminer l'adversaire et se dédouaner soi-même. Et c'est quelque chose qui apparaît très clairement. On a eu la réhabilitation de Pétain par Macron. On a eu la réhabilitation de Maurras par Macron. On a eu le pétainisme évident de Zemmour. Il y a vraiment des choses qui se jouent au niveau de la mémoire et de la lutte contre l'antisémitisme qui se jouent. Darmanin a pu écrire aussi sur les Juifs, etc. Et Napoléon. À l'époque de Napoléon. Absolument. Et ça s'inscrit aussi dans une certaine forme d'instrumentalisation des Juifs et de la lutte contre l'antisémitisme par la bourgeoisie, qui est de faire des Juifs une espèce de communauté modèle et la lutte contre l'antisémitisme, c'est un bon antiracisme. C'est un antiracisme qu'on a réussi à dépolitiser et à rendre sans danger pour l'ordre dominant. Et ce que disait Darmanin dans le texte que tu évoquais, Youssef, c'est précisément ça. On a réussi à casser les Juifs et maintenant il faut faire la même chose avec les musulmans ou avec les autres populations victimes de racisme. Donc il y a vraiment pour moi les accusations, c'est ce que disait Simon, mais il y a parfois des vierges de présupposés ou de clichés ou de trop racistes, parce qu'on vit dans une société raciste qui est structurée par le racisme, et y compris par l'antisémitisme. Donc Mélenchon a déjà dit des conneries. Moi, je considère que ce qu'a fait Guiraud, c'était un con de son camp, c'était maladroit, c'était pas grave. Mais il faut aussi avoir en tête que si Guiraud n'avait pas fait ça, les discours dénonçant l'antisémitisme de la fille seraient exactement les mêmes. Donc je pense que de camarade à camarade, il faut se dire quand on fait une connerie, comme Mélenchon l'a fait, et passer à autre chose, parce que le cœur du problème, c'est pas ça aujourd'hui. On va revenir sur tout ça. Yazid, alors, pour essayer de dire des choses un peu, pour pas qu'on se redise, qu'on dise les mêmes choses tous. Nouvelles, ouais. Moi, je pense que c'est quand même important aussi de bien cerner le rôle que joue le sionisme dans le rapport qu'on va avoir à l'antisémitisme, notamment en France, parce que en fait, c'est un peu le revers de la médaille du discours antisionisme égale antisémitisme, c'est-à-dire que concrètement,
c'est pas un hasard si aujourd'hui, le fait que l'antisémitisme soit utilisé comme un rayon paralysant à l'encontre des seules personnes qui tiennent une position un peu courageuse sur Gaza, soit utilisé, donc l'antisémitisme soit invoqué dans une situation comme celle-là où on parle d'Israël. En fait, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même hyper paradoxal, c'est que le projet antisémite par excellence qu'est Israël, c'est exactement ça qu'est Israël. Israël, c'est la solution qu'on a identifiée pour se débarrasser des Juifs en Occident, tu vois, en Europe. C'est ça qu'on a fait. Et paradoxalement, c'est aujourd'hui maintenant la critique de cette entité-là, une entité coloniale par excellence, une entité européenne, qui devient un outil pour aller dénicher des antisémites dans un camp qui, a priori, n'en compte pas spécialement. C'est pas le moindre des paradoxes. Et je trouve que ça achève aussi une forme de... En fait, pour être tout à fait honnête, moi je considère que les personnes qui s'en prennent à David Guiraud sur le prétexte de son tweet ou des gens qui s'en prennent à Mélenchon parce qu'il utilise le verbe camper, etc., moi je considère qu'ils contribuent à ridiculiser la lutte contre l'antisémitisme. En fait. Ils la rendent ridicule et ils rendent l'antisémitisme sérieux, l'antisémitisme institutionnel, tu vois, qui est porté par les gens qui ont le pouvoir, invisible. Tu vois, on en arrive au stade où, par exemple, tu as un ministre de l'Intérieur qui pond un bouquin, un brûlot islamophobe, le bouquin de Darmanin qui est sorti il y a 2 ans, dans lequel il cite des passages de Napoléon qui sont d'un antisémitisme dégoûtant. Et ça passe comme une lettre à la poste, en fait, tu vois. Et ils se retrouvent avec Marine Le Pen pour débattre de leur bouquin, pour savoir qui est le plus mou des deux, sans que personne ne soit choqué qu'on ait des passages mais ouvertement antisémites dans son bouquin, tu vois. Donc globalement, moi ce que je constate, c'est qu'en fait, au final, on est dans une logique de dépolitisation de la lutte contre l'antisémitisme et d'instrumentalisation de la communauté juive, en fait, hein, tu vois, à la fois dans un objectif de s'en prendre à l'ennemi intérieur arabo-musulman, mais aussi de manière plus générale à faire quelque chose que j'ai perdu le fil, en fait. De manière générale, sans prendre arabo-musulmans. sans prendre aux arabes, sans prendre aux musulmans. Et je voulais dire un truc et je l'ai perdu. Mais ça va revenir. Juste pour revenir très vite sur le tweet de Guiraud, parce que ça a été la polémique du moment. Pour vous, grosso modo, c'est quoi? Ça a été un geste maladroit? Ça a été quelque chose qu'on pourrait interpréter comme, par certains, de l'antisémite, un dog whistle antisémite. Mais alors, le dog whistle, ça te pose la question de l'intention. Mais c'est là où on est un peu bloqué. C'est-à-dire que l'intention, on va jamais être sûr totalement. Je veux dire, c'est pas quelque chose sur lequel on peut se fonder. Mais il est vrai, par contre, que c'est utilisé par certains gens sur Twitter, notamment, pour avoir un clin d'œil antisémite, pour parler des Juifs, en gros. Mais c'est quoi l'idée? C'est de dire que c'est maladroit et ça peut être interprété comme antisémite, mais ce n'est pas suffisant pour considérer Guiraud comme antisémite, c'est ça? Moi, je pense que c'est une maladresse et que là où David Guiraud a péché, c'est qu'en sa qualité de dirigeant politique et de député, il aurait dû être plus averti et faire plus attention à sa communication. Maintenant, je veux dire, personne n'est dans la tête de David Guiraud, donc on ne peut que se reposer sur est-ce qu'on a des éléments un peu concrets, un peu matériels qui pourraient nous aiguiller sur des possibles intentions antisémites. En l'occurrence, il n'y en a pas. Alors, certains vont dire oui, mais il a reconnu dans un entretien à Libé que dans sa socialisation politique, il était passé à un moment donné par le confucianisme, le soralisme, et dans lequel il y a énormément d'antisémitisme. Comme énormément de personnes. On ne peut pas comprendre. Il faut qu'on... C'est ce qui confirme ce qu'on dit. C'est-à-dire cette génération-là, que je fais partie, parce qu'on a à peu près le même âge avec Guiraud, on a été énormément à avoir écouté Soral, parce que les gens ne se rendent pas compte que le poids qu'avait Soral à l'époque. Quiconque avait à cœur de lutter contre le soralisme sait quel impact le soralisme a eu sur énormément de personnes, et notamment dans les classes populaires issues de l'immigration. Donc, ceci étant dit, David Guiraud n'est plus soralien. Il fait partie d'un parti politique qui n'a absolument rien d'antisémite, ni dans son programme, ni dans ses idées, ni dans les interventions de ses dirigeants. Donc, on est dans un procès d'intention. Quand on n'a pas d'éléments concrets, on ne fait pas de procès. C'est quelque chose qui, à mon avis, est important de dire. Et je pense qu'il faut faire preuve de matérialisme aussi quand on apprécie ce que les dires et les faire des personnalités politiques. Mais concrètement, quel a été l'effet matériel de ce tweet de David Guiraud? Est-ce qu'il y a des gens qui, avant de le lire, n'étaient pas antisémites et sont devenus antisémites? Je ne pense pas. Ça me semble tout à fait délirant de le penser. Par contre,
quelqu'un comme Dieudonné, quelqu'un comme Soral, on sait que leur effet, ça a été de faire basculer dans une forme d'antisémitisme des gens qui pouvaient être sensibles à leur discours pour d'autres raisons. Ils ont tenu des discours qui étaient antisémites. Et Bien sûr, c'est une action de ciblé long des terme. Juifs. Ça a été une action de long terme aussi. C'est pas juste un tweet qu'ils ont fait. Mais ils ont eu un réel effet politique en France qui est d'une part Ah, de très bien. créer des antisémites et de créer l'antisémitisme et aussi de délégitimer la cause palestinienne parce que voilà, ils l'ont desservi en démontrant par A plus B à tous les Valls et à tous les Finkielkraut du monde que antisionisme était antisémitisme. Mais je pense que c'est vraiment important de considérer pour Guiraud quel a été l'effet de son tweet. Et l'effet de son tweet, ça a été que la LFI s'est pris une sauce, que voilà, il y a eu une nouvelle pièce mise dans la machine à diabolisation. De ce point de vue, c'était une erreur de communication, mais c'est pas plus que ça à mes yeux. Oui, on a l'impression de toute façon qu'il y a, pour dire les choses comme elles sont, c'est Mitterrand qui avait utilisé l'expression, mais c'est vrai, on a une meute qui est là et qui est aux aguets et qui est prête en permanence, mais vraiment une meute, je dis bien une meute qui est là et qui est en train de surveiller la moindre des paroles, etc. Oh, moi, je pense qu'effectivement, c'est une connerie de Guiraud, mais le plus important, tu l'as dit, c'est que Guiraud fait partie d'un parti qui a comme programme aussi de lutter contre l'antisémitisme précisément. Son recherche a fait plusieurs déclarations contre l'antisémitisme, et notamment par rapport à la lutte pour la Palestine, en disant de faire bien attention entre les deux. Bien sûr, c'est ça qui est absolument effroyable, c'est qu'on va tout mettre sur le même, au même niveau. Un tweet et 10 tweets, pour eux, non, c'est le tweet Voilà. qui le condamne. C'est le tweet qui condamne, qui condamne de façon totale, irrémédiable, etc. C'est parce qu'en fait, il y a l'intention de condamner. Il y a l'intention de faire chuter à chaque fois. Et je crois qu'effectivement, alors encore une fois, tu l'as très bien dit, il y a toute une génération qui malheureusement est passée sous les fourches codines du soralisme et qui a peut-être, effectivement, ça a laissé des traces. Oui, mais le principal, c'est l'intention qui est toujours prépondérante. C'est l'intention, évidemment. Et l'intention, est-ce que M. Guiraud a l'intention de nuire aux Juifs ? Je ne pense pas du tout. Il fait partie d'un parti qui, au contraire, en luttant contre le fascisme, va être le principal vecteur, nous l'espérons en tout cas, s'il a certains succès, eh bien, de cette lutte contre l'antisémitisme. Et ce qui est absolument effroyable aujourd'hui, c'est que ceux qui sont aux avant-postes de la démonisation de Guiraud, de la FI en général, sont ceux-là même qui sont prêts à pactiser avec le parti qui est le principal vecteur de l'antisémitisme historiquement dans ce pays. Alors c'est ça qui est absolument hallucinant, qui renverse complètement toutes les données qu'on peut avoir. Et alors voilà, et je crois qu'effectivement, les gens de la FI, en permanence, ils sont sur la sellette, au sens propre du terme. Vous savez, la sellette, la sellette, le lieu où les gens étaient donc jugés à l'époque romaine. Et donc, du coup, et je crois qu'effectivement, c'est extrêmement difficile pour eux. Ça crée même des tensions, etc. Et bon, voilà. Mais et d'ailleurs, moi, ça me pose la question de... en fait, imaginons que le tweet de Guiraud soit explicitement antisémite. Ou prenons l'exemple qu'il y a eu avec Mélenchon et Zemmour. Moi, la question que je me pose avec les gens qui vont condamner ça, c'est, d'accord, on condamne, mais on fait quoi après ? Qu'est-ce qu'on fait après ? Quelle est l'action ? Qu'est-ce qu'on attend d'eux ? Parce que moi, ce qui m'hallucine, c'est déjà de traiter Guiraud, imaginons qu'il ait dit une connerie antisémite, de le traiter au même niveau que des militants antisémites aguerris qui ont eu des actions politiques pendant des années. On l'a vu avec le collage, on va en parler après. Mais c'est aussi, j'ai l'impression que tu dis un truc raciste, et on va dire raciste, pas seulement antisémite. Tu dis un truc raciste, c'est terminé. Dans ta vie, tu seras considéré à vie comme raciste. Et qui est pour moi contraire à la lutte politique. Nous, on lutte politiquement parce qu'on pense qu'on peut changer l'ordre des choses. Si on considère que l'ordre des choses, il est comme ça, une fois tu as dit un truc raciste, tu es raciste à vie, ça ne marche pas. Donc, moi, la question que par exemple, on a eu le truc avec Tondelier qui avait fait une sortie avec Allahu Akbar, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Et pour nous, cette sortie a été islamophobe. Elle s'est excusée. Pour nous, c'est terminé. Maintenant, on va regarder les actes, on va regarder ce qu'elle va faire et tout, mais on ne considère pas Tondelier comme une militante islamophobe au même niveau que les autres. Mais moi, c'est ça que j'aimerais savoir, c'est eux, qu'est-ce qu'ils attendent de ça, tu vois ? Alors, qu'est-ce qu'aurait dû faire Guiraud ? Il a supprimé son tweet, il doit s'excuser, et ensuite, c'est quoi ? Il doit se taire sur la Palestine. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. Non, mais pour l'instant, et il y a deux objectifs, un à long terme et un à court terme. Donc à long terme, c'est l'empêcher totalement, le démonétiser, le décrédibiliser, le faire disparaître politiquement. Et dans le court terme, c'est qu'il se tait sur la Palestine. Pour moi, faut peut-être distinguer deux types de réactions possibles vis-à-vis de la sortie de David Guiraud. Il y en a qui l'utilisent de manière à peu près cynique pour décrédibiliser l'intégralité de son discours sur la Palestine. On sait que ça a été l'un des principaux à tenir des discours sur la Palestine dernièrement. Donc, ils utilisent ça pour se le faire. C'est très clair. Je pense aussi, et je pense que la gauche doit regarder ça en face
par rapport à ça. Il y a une forme de recherche de pureté morale chez certains militants qui considèrent qu'une fois qu'on a fauté, qu'on a dit une connerie, qu'on a dit de la merde, qu'on a été misogyne, qu'on est patriarcal, raciste, etc., c'est fini, on est décrédibilisé à vie et il n'y a pas, mais passé une conception fondamentalement morale de ces luttes et qui est mortifère. Et comme si eux n'avaient jamais fauté. C'est-à-dire que nous, on a l'impression. Et ce qui est contraire à ce que nos analyses. Ça voudrait dire que tu peux évoluer dans une société raciste sans avoir été jamais de ta vie raciste, sans avoir eu un propos, sans avoir eu une pensée. Donc il y a vraiment ce truc-là de. Ouais, c'est un peu les juges qui vont dire ah bah là c'est bon, tu es raciste. C'est une manière de se mettre en avant moralement comme moi je suis pur, jusqu'au jour où on va soi-même se faire cancel parce qu'on aura dit une connerie. Donc c'est mortifère pour la gauche se bouffe elle-même et surtout s'épuise dans des questions qui sont sans intérêt du point de vue de la lutte réelle contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre n'importe quelle domination en réalité, parce que c'est aussi très prégnant dans la lutte dans les luttes féministes par exemple ou pour les minorités de genre. Mais, en fait, moi, je trouve que la réponse en fait, qu'on apporterait si ce tweet avait été explicitement antisémite ou pas, pour rebondir sur ce que tu disais, Yazid, c'est de repolitiser la lutte contre l'antisémitisme. Pourquoi ? Parce on a que l'impression de jouer à trouver Charlie, en fait, tu vois, à chercher le petit truc qui a été mal dit, alors que par ailleurs, en fait, l'actualité politique, c'est un torrent de saloperies racistes qui sont balancées en continu. Oui, bien sûr. Et soudainement, en fait, on va aller chercher des petits trucs, des Ouais, tout à fait. C'est vrai que on a beaucoup parlé de la montée réelle de l'antisémitisme depuis le 7 octobre, mais en disant assez peu souvent au final que cette montée de l'antisémitisme prend place dans une libération de la parole raciste en général, et notamment islamophobe. Ce qu'on a pu entendre sur les plateaux télé depuis le 7 octobre, c'est absolument effarant. Mais repolitiser la lutte contre l'antisémitisme, pourquoi ? Parce qu'on pense que l'antisémitisme est réel, est une question politique, c'est-à-dire un rapport à l'organisation de la société et à la question du pouvoir, et parce qu'on a envie de lutter contre jusqu'au bout. Et effectivement, si on se pose sérieusement ces questions-là, on est amené à politiser cette lutte contre l'antisémitisme, c'est-à-dire, imaginons, il y a un tweet antisémite d'un dirigeant de gauche, voilà. Dans quel parti il est, pourquoi il est, dans quel contexte ça prend place, quels sont les enjeux politiques qu'il y a derrière et comment réagir en fait. Et moi je rebondis sur ce que tu dis, Elie, c'est-à-dire oui, de camarade à camarade, nous ce qu'on pourrait faire c'est de se dire les choses. On parle de la France insoumise quand même. Donc, je veux dire, on ne parle pas d'une grande organisation antiraciste ou décoloniale ou même révolutionnaire. Enfin, je veux dire, c'est pas l'extrême gauche. La France insoumise, ça reste des social-démocrates, certes conséquents, certes avec une certaine dose de radicalité qui les amène à être en rupture et du coup à cristalliser en fait aussi la lutte de classe à un moment donné, enfin à marquer le clivage. Mais voilà, c'est un parti qui ne va pas être en pointe sur ces questions, et ça, on le sait très bien. Mais sachant que je veux dire, les gens, en fait, ce que je trouve malhonnête, c'est que les gens sont en mode ah, mais c'est parce que vous en foutez de l'antisémitisme. Or, c'est la position qu'on a eue sur l'islamophobie. Mélenchon et l'islamophobie, c'est cette position-là maintenant. Mais dans le passé, il était, et d'ailleurs, qu'on le considérait islamophobe, mais on se disait pas c'est une peine perdue, c'est terminé et tout. Notre mission, c'est de dire il faut le former sur ces sujets-là. C'est ça, et je rebondis sur ce que tu es en train de dire. En fait, moi j'ai l'impression que les attaques, les procès en antisémitisme contre la France insoumise ont commencé ou se sont radicalement accélérés à partir du moment où Mélenchon a enclenché un tournant anti-islamophobie à la France insoumise. Oui. Et c'est là, le lien, il est à mon avis très important à faire entre cette instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme et l'agenda islamophobe des forces qui sont au pouvoir. Il y a un lien évident, comme de la même manière que le détournement des luttes antisexistes et des luttes féministes ou de la question de la laïcité, il a à voir avec l'agenda islamophobe de l'État et des forces réactionnaires. C'est à partir de là qu'il y a eu ces attaques-là. Et le lien avec l'affaire Corbyn, c'est que les attaques contre Corbyn ont eu lieu à quel moment ? Au moment où Corbyn a pris la tête du Parti travailliste. Le Parti travailliste, c'est quand même c'est plusieurs centaines de milliers d'adhérents. Ce n'est pas rien, c'est une des principales forces politiques du pays. Et l'objectif de ces attaques était de neutraliser la montée en puissance de ce dirigeant-là qui amener une ligne politique dans ce parti qui était en rupture totale avec à la fois les politiques libérales, néolibérales au Royaume-Uni et qui était en rupture avec toutes les années Tony Blair. Et avec le New Reg. Corbyn, c'est quoi la ligne politique de Corbyn? Elle se caractérise par une certaine idée social-démocrate.
l'idée anti-guerre et l'idée de défense du droit international. Je veux dire, et c'est ça, ça a fait peur, et c'est ça qui fait peur, c'est qu'une personne qui porte ces idées puisse être dirigeant d'un parti d'opposition qui peut prendre le pouvoir, hein, qui est, nous on dirait en France, présidentiable, et qui pourrait être amené à être Premier ministre du pays. C'est à ce moment-là, alors que Corbyn pourtant c'est un vieux de la vieille, hein, c'est un militant historique du travaillisme britannique, s'il avait été autant antisémite qu'on a pu le dire, comment ça se fait qu'on s'en rendrait compte en fait au moment de sa prise. Et ceci dit, il y a eu énormément de rapports qui ont, alors j'ai quand même pris quelques petites notes, il y a eu énormément de rapports qui ont été faits sur cette question d'antisémitisme au Labour, au Parti travailliste britannique. 2015-2017, il y a un rapport de YouGov, il y a un rapport de la campagne contre l'antisémitisme. 2016, le Home Affairs Committee, etc. 2017, l'Institute for Jewish Policy Research. Tous ces rapports-là ont dit qu'il n'y a pas de problème d'antisémitisme tel que décrit au Labour. Ils disent aussi que le Parti travailliste, la gauche et l'environnement politique dans lequel les idées antisémites ont le moins d'incidence. Et que toutes ces affaires-là sont surtout des ballons de baudruche hein, qui se dégonflent aussitôt qu'on les a piqués. Donc on a vraiment un objectif de neutralisation de forces politiques. Mélenchon, il se prend, et la France insoumise se prennent toutes ces sauces-là, depuis qui sont anti-islamophobie, et depuis qui sont la principale force d'opposition qui est capable, quelque part, enfin les dernières élections présidentielles l'ont montré, c'est pas farfelu de dire que la France insoumise aurait pu, en tout cas au moins passer au second tour et poser un sérieux problème à la bourgeoisie. D'ailleurs, sur le Corbyn, je renvoie aux travaux de Thierry Lapica qu'on devait accueillir. Exactement. Vous avez fait une émission aussi avec lui. Sur la Palestine. Vous avez parlé un petit peu de ça sur hors série. Et d'ailleurs, il a une émission dédiée hein, à son travail sur le sort qui a été réservé à Corbyn. Il montre très bien comment en fait l'accusation d'antisémitisme elle a été construite de toutes pièces. Tout à fait. Il y a son article qui est sur Contretemps. Mais d'ailleurs, ce qui est fou, c'est qu'en France, ça marche encore. Hein. C'est-à-dire que l'une des preuves de l'antisémitisme de la France insoumise pour certains, c'est d'avoir accueilli Corbyn. C'était revenu contre Daniel Obono notamment. Ouais. Et je rebondis sur le chat. Effectivement, aux États-Unis, c'est pareil. On a eu énormément d'attaques contre Bernie Sanders au moment où il y a eu du coup énormément d'enthousiasme autour de la candidature de Sanders, notamment dans la jeunesse, hein, exactement comme pour Corbyn. Et contre les députés, ce qu'on appelle un peu le squad. Alors, il y a pas l'antisémitisme radical, quoi. Mais pas du tout. D'ailleurs, ses positions sur la séquence en cours. C'est pour ça qu'on pourrait aussi rediscuter de la question du sionisme. Je pense qu'il y a du vrai dans ce que tu as dit, Yazid. Il y a aussi des choses peut-être à nuancer, mais on pourra y revenir. Mais les attaques contre Ilhan Omar, les attaques contre le quartet de députés un peu démocrates radicales, rentrent aussi dans cette stratégie. Steve Bannon, quand même, est une des principales figures de cette internationale réactionnaire fasciste. Et il est l'un des artisans de ce détournement à l'échelle internationale de la question de l'antisémitisme. Donc voilà, Grande-Bretagne, États-Unis, France, on est face à à une même tendance en fait quelque part, mais qui se déploie de manière différente en fonction de ces différents contextes. Partagé sur l'attaque de l'AFI, vous pensez que c'est aussi lié à ça, à la place qu'elle est en train de prendre dans le champ politique français, et aussi à qui elle parle, parce que en fait, quand on parle de dog whistle, comme tu as dit, c'est aussi intéressant de voir à quoi c'est relié, pourquoi la France insoumise est soupçonnée d'antisémitisme, parce qu'elle parle de plus en plus aux Noirs et aux Arabes. Bien sûr. Donc, dans leur tête, c'est Et on parlait de Roussel un peu de manière rigolote en début d'émission. Roussel, c'est quand même quelqu'un qui a repris cette rhétorique de dire que Mélenchon s'adresse aux fractions radicalisées des quartiers populaires. En fait, et ça, c'est hyper essentialiste et hyper raciste et islamophobe pour le coup. Tout à fait. C'est exactement cela. C'est qu'on ne peut pas dissocier cette instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme, ce détournement de la lutte contre l'antisémitisme, de cette montée de l'islamophobie. Je crois que c'est quelque chose qui est en train de... Alors la lutte contre l'islamophobie, en tant que lutte contre, on pourrait dire, contre le Sud global, en fait, c'est ça. Les musulmans apparaissant comme étant la pointe avancée du Sud global dans les pays du Nord. Je veux dire. Et c'est ça, en fait, et on voit bien que... Et à l'inverse, eh bien, on veut instrumentaliser cette lutte contre l'antisémitisme et aussi, d'une certaine façon, eh bien, la détourner, et aussi instrumentaliser les communautés juives des pays du Nord pour les mettre au service, effectivement, de l'impérialisme. Et c'est ça qui est absolument terrible, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Il y a une réalité de l'antisémitisme qu'il ne faut pas nier non plus. Je pense à toutes ces personnes juives en France, etc. qui sont complètement... Moi, ce que j'ai toujours aimé chez nous, c'est que jamais on l'a dit, et même l'antisémitisme qui peut exister chez les indigènes,
notamment en raison de la Palestine. Et nous, on voudrait poser cette question sérieusement, sauf qu'on ne peut pas parce que ça se limite à ce genre d'attaque. Eh ben oui, parce que par définition, ce genre d'attaque, cautérise toute possibilité de débat, de discussion, etc. Aborder les questions, effectivement. Des gens sont pleins de préjugés, beaucoup de jeunes sont pleins de préjugés, mais on se rend compte que, c'est ce que tu disais aussi, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça paralyse pour toujours, alors que beaucoup de jeunes qui avaient des préjugés dans la tête, bah nous on s'en est rendu compte, notamment au niveau de mon expérience personnelle, dans les missions civiles pour la Palestine au début des années 2000, où on emmenait des tas de gens en Palestine à l'époque. Et parmi ces gens-là, il y avait des jeunes qui avaient des préjugés. Et on a bien vu comment ces préjugés tombaient tout à fait quand on était en Palestine ensemble, avec des anticolonialistes comme israéliens, avec des gens comme un travail politique. Michel Warshawski, etc. Bien sûr. Le travail politique de l'antiracisme, c'est pas de condamner les gens, Bah, c'est de former, d'informer sur tout ça. Et oui, je me rappelle très bien d'un camarade à nous qui était dans la mission civile, qui lui-même était juif, qui était prof en Seine-Saint-Denis, et qui là-dessus était tout à fait éloquent, avait des choses tout à fait pertinentes à dire en disant mais ce qu'ils appellent l'antisémitisme de ces jeunes, c'est simplement parce que ces jeunes ont une mauvaise conception du conflit de Palestine. Ouais. Mais c'est des choses qui tombent. Il dit d'ailleurs, j'en débat avec eux de façon un petit peu rigolote entre nous. Il dit monsieur, vous êtes juif, etc. Mais c'est pas l'antisémitisme, c'est pas Goebbels. Faut arrêter de déconner. Non mais c'est un délire. Non mais c'est encore des a priori, c'est pas politisé. Et bien sûr. C'est surtout en fait encore une fois, l'amalgame il est entretenu par les promoteurs du projet sioniste. Quand tu dis que par définition Israël c'est la terre des juifs par excellence et qu'en fait du coup les dirigeants d'Israël agissent dans l'intérêt de la communauté juive mondiale dans son ensemble, en fait tu associes de force, tu exerces une OPA hostile en fait sur tous les juifs du monde, y compris ceux qui n'ont pas envie d'entendre parler de ce projet-là, si tu veux. C'est ça qui les enrôle dans une armée. Donc, du coup, effectivement, tu as vite fait de faire l'amalgame entre sionistes et juifs, en fait. Même dans le langage. Alors que c'est pas ça que ça m'arrive. Quand tu es maladroit, ça arrive. Il y a vraiment des jeunes enfin des jeunes ou des pas jeunes de la communauté juive qui se sentent mal, effectivement, qui ressentent effectivement de l'antisémitisme, qui peuvent subir des colibets antisémites, qui peuvent subir des agressions antisémites, etc. Et la réalité. Mais alors, du coup, distinguer le vrai du faux, le problème, il est là. C'est que ça brouille absolument tout. Tu voulais aussi sur l'AFI, qu'est-ce que tu en penses sur les attaques qui sont portées Non, éventuellement peut-être quelque chose qui, à mon avis, est très longtemps qu'a dit Youssef par rapport à la dépolitisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde quels sont les mouvements politiques, les forces politiques qui mettent au cœur de leur projet la question de l'antisémitisme, il n'y en a pas vraiment. La plupart des partis racistes qui mettent un projet raciste, c'est la droite, c'est l'extrême droite, c'est plus l'islamophobie, la négrophobie, etc. Le peu de mouvements pour qui la question de l'antisémitisme est centrale, ça a été le soralisme, le dionisme, etc. Et ces mouvements-là ont eu de la force, ont eu une importance très importante dans les années 2000, précisément en raison de la dépolitisation d'un certain nombre de populations, notamment issues de l'immigration. Et qui, face à l'instrumentalisation de l'antisémitisme et des juifs par la bourgeoisie, face aux deux poids, deux mesures constants sur tous les médias, comme ils n'avaient pas les outils politiques pour penser cette situation-là, ils ont été trouver des réponses fausses et faciles chez des forces réellement antisémites comme Soral et tout. Donc, pour lutter réellement contre l'antisémitisme en France aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est d'une part, pour les juifs, de refuser leur instrumentalisation par les bourgeois, et aussi de contribuer à la politisation de toutes ces questions-là. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on parle de la montée du racisme et tout, et le sujet qu'ils ne veulent pas parler, c'est l'islamophobie. Et c'est ça que je pense que les gens n'arrivent pas à comprendre comment ça joue aussi sur l'antisémitisme, c'est que l'islamophobie crève les yeux. Ça crève les yeux, genre à la télé, H24, tout le monde peut cracher sur les musulmans. On va parler d'antisémitisme couscous. Sur CNews, c'est toujours, on va parler des Arabes et des musulmans en des mauvais termes. On va parler de projets islamistes. Bref, les musulmans sont insultés partout. Et eux refusent de parler d'islamophobie. Et c'est les mêmes personnes qui refusent de parler d'islamophobie ou qui sont les moteurs de l'islamophobie qui, en même temps, vont accuser la France insoumise et la gauche et les pro-palestiniens d'être antisémites en allant fouiller sur chacune de leurs phrases et tout. Et donc, moi j'ai l'impression que, premièrement, c'est qu'ils se rachètent une crédibilité morale et antiraciste sur le dos des juifs alors qu'ils sont dégueulasses en termes de racisme, et que deux, ils donnent l'impression aux gens que, en fait, il n'y en a que pour les juifs.
C'est que les juifs qu'on peut pas attaquer, mais les musulmans et qui alimentent. Et c'est nous, en fait, moi j'ai l'impression que nous on est désemparés par rapport à ça. C'est que en même temps, cette instrumentalisation, elle est dégueulasse, elle nous énerve, mais en plus, elle va alimenter l'antisémitisme qu'on peut retrouver chez certains d'entre nous. Si vous voulez réagir à ça ou... Non, mais effectivement, tu l'as dit, c'est que l'État a besoin de se légitimer moralement dans sa politique. L'État peut pas faire de la politique sans produire une forme de légitimité, sans produire du consentement, du consensus dans la population. Et pour ça, effectivement, il a besoin de se doter d'une forme de morale ou de légitimité. Or, on peut prendre un exemple. Par exemple, quand Bush va bombarder l'Afghanistan, à un moment donné, dans la justification de cette attaque-là, il va parler du sort des femmes afghanes et que l'invasion de l'Afghanistan, les bombardements ont pour objectif de libérer les femmes afghanes de leur situation. L'antisémitisme, la lutte contre l'antisémitisme est l'un des moyens, pas le seul, mais c'est l'un des moyens qui est mis en œuvre par le bloc bourgeois ou le bloc d'extrême droite pour produire du consentement, pour se parer de vertus qu'ils n'ont absolument pas. Et ça a été dit, voilà, ils sont antisémites pour beaucoup, ils sont racistes, ils sont antisociaux, tout ce qu'on veut. Et cette question de l'antisémitisme, elle est particulièrement efficace en Occident, et on le comprend assez aisément pour des raisons historiques. Vu l'histoire, vu ce que ce même Occident a fait aux Juifs, c'est extrêmement efficace comme rayon paralysant. On en parlait tout à l'heure. Il y a un autre mot en anglais, c'est weaponizing, c'est-à-dire faire de cette question de l'antisémitisme une arme politique de neutralisation. Et ça, effectivement, c'est très très efficace. Et donc on a, et particulièrement dans la période actuelle, on a vraiment une accélération, une radicalisation de ce discours-là. Et il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on ait une attaque contre la France insoumise ou contre d'autres. On parle beaucoup de la France insoumise, mais il y a eu le NPA, il y a eu évidemment Parole d'honneur, il y a eu après, la révolution par Anas Kadhib a dû être aussi accusé. Sûrement peut-être Anas Kadhib. Dominique de Villepin. Oui, c'est vrai. Même l'UJFP, etc. C'est pas évident. Enfin, c'est une évidence, mais c'est pas parce qu'on est juif qu'on serait forcément pas antisémite. Eric Zemmour. On est ciblé. Eric Zemmour. Et tu le disais, Youssef, il y a différentes formes d'antisémitisme. Un des principaux effets délétères de ça, c'est évidemment que ça rend plus difficile de lutter contre l'antisémitisme. Et l'antisémitisme en France, il est réel. Il y a différentes formes d'antisémitisme qui n'ont pas forcément d'ailleurs de rapport les unes entre elles. Tu le disais très bien, c'est-à-dire l'antisémitisme d'un jeune qui s'identifie au peuple palestinien et qui, par manque, par confusion, ou parce qu'il est assommé de discours, aujourd'hui. Par les discours aussi israéliens qui font le lien. Exactement. Et à l'ère des réseaux sociaux, tout le monde est surinformé, assommé de discours. Et produire une forme de conscience judéophobe ou anti-juive ou antisémite parce que il y a des préjugés, parce qu'on fait la confusion entre juifs israéliens, on ne sait pas trop en fait finalement de quoi on parle. La CNCDH, qui n'est pas un organe, c'est quelque chose de très institutionnel quand même, a déconstruit rapport après rapport. Chaque année, ils produisent un rapport annuel sur le racisme et l'antisémitisme en France. A déconstruit cette idée de nouvel antisémitisme en disant des choses très simples, en disant les gens qui ont une mauvaise opinion de la politique israélienne et de l'État d'Israël ne sont pas les gens chez qui les opinions antisémites sont les plus prévalentes. C'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes cohortes en termes sociologiques, ce ne sont pas les mêmes populations, ça ne se recoupe pas forcément. Et donc on n'a pas de remplacement d'un antisémitisme traditionnel ou occidental ou quoi par un nouvel antisémitisme, mais on a un antisémitisme traditionnel qui est toujours en place, qui est toujours très prégnant. Donc on le disait tout à l'heure, Maurras, Barrès, Pétain, la réhabilitation de ces mémoires-là, et Darmanin et son livre, et on a des formes de judéophobie ou de ressentiment anti-juif qui se développent, mais qui ne sont pas en fait liés. C'est-à-dire que mettre tout ça sous l'étiquette d'antisémitisme, c'est ajouter de la confusion, ça dépolitise. Je suis très très d'accord avec Elie et Youssef sur cette question de dépolitisation. Et ça nous met des bâtons dans les roues aux antiracistes conséquents qui veulent lutter et contre l'islamophobie, et contre l'antisémitisme, et contre toutes les formes de racisme. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant, juste une petite information, c'est qu'on parlait de comment s'appelle-t-il déjà, celui qui a la nouvelle judéophobie, Taguieff. Et lui, d'ailleurs, il... Oui, et Taguieff, alors c'est intéressant parce que Taguieff qui apparaît comme le chevalier blanc de la lutte contre l'antisémitisme quand même avec son bouquin. C'est quand même, alors vous allez voir, c'est absolument extraordinaire. C'est Taguieff qui a réhabilité Alain de Benoît.
C'est tout à fait intéressant parce qu'Alain de Benoît a été très très déconsidéré dans les années 80 comme étant un facho, etc. Et c'est lui, Taguieff, qui va le faire rentrer dans une revue, dans une revue de débat et qui va débattre avec lui de façon tout à fait normale. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'absolument extraordinaire. Peu de gens le savent, mais c'est Taguieff qui va réhabiliter Alain de Benoît maintenant. D'ailleurs, la revue Éléments, elle a changé de look complètement, elle s'est modernisée. Et elle a fait des petits en Allemagne, en Italie, etc. Il y a des revues Éléments locales. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Taguieff qui dit pique-pendre sur les musulmans, sur Tarek Ramadan, qui est absolument intraitable, bah, c'est quelqu'un qui, au contraire, dit il faut quand même dialoguer avec Alain de Benoît parce qu'il a quand même de bonnes idées et autres. Ça, c'est intéressant de voir aussi comment c'est cet aspect des choses. Alors, sur le fait qu'aujourd'hui, tu l'as très bien dit, la lutte contre l'antisémitisme devient une arme, c'est quelque chose qui est terrible parce que ça aboutit à, par exemple, à ce qu'un Netanyahou puisse plus ou moins dédouaner Hitler de la solution finale en incriminant le grand moufti de Jérusalem. Et quand il dit cela, il y a du négationnisme. Mais c'est incroyable, c'est du négationnisme total, c'est absolument totalement faux. La conférence de Wannsee, comment? Ça voudrait dire que les nazis n'avaient pas le projet d'exterminer les juifs. C'est ce qu'il a dit. Alors, de toute façon, exactement. Alors, même si effectivement, dans un premier temps, les nazis, ils voulaient s'en débarrasser, les expulser, etc. Mais très tôt, ensuite, avec la conférence de Wannsee et autres, à laquelle n'assistait pas le grand moufti de Jérusalem, est-ce que je sache, hein, d'accord? Mais tu comprends très vite comment bien sûr. c'est interne aux nazis que bien ça sûr, c'est il n'y a interne pas aux besoin nazis, d'être extérieur. c'était se débarrasser d'une façon ou d'une autre, et ensuite les exterminer, etc. Mais évidemment, le grand moufti de Jérusalem, même si on peut tout à fait critiquer comment son action, etc., d'abord ne représentait que lui-même à ce moment-là, et en plus, il n'a jamais eu accès à cela. Mais ce qu'il y a de grave, c'est même pas tellement ce que dit Netanyahou, c'est que à l'époque, ça n'avait même pas suscité de grands scandales. Il y a des gens qui avaient un peu protesté, etc., mais à peine. Or, il y a pléthore d'historiens qui auraient pu lui fermer le bec. Mais on n'a pas assisté à ça à l'époque. Tous ces gens qui aujourd'hui sont... Mais c'est absolument scandaleux ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le but est de rendre les musulmans responsables de l'antisémitisme, non seulement aujourd'hui, mais déjà auparavant. C'est-à-dire qu'à la limite, on va se dédouaner sur les musulmans, sur les Palestiniens, je sais bien, mais sur les musulmans, d'accord, de l'antisémitisme historique. Alors que le père de Netanyahou lui-même était un vrai fasciste, qui était admirateur de Mussolini, et qui d'ailleurs a rompu avec Jabotinsky, parce qu'il estimait que Jabotinsky n'allait pas assez loin dans le soutien à Mussolini. Il faut quand même le savoir, son père qui était secrétaire de Jabotinsky. Vous voulez intervenir aussi sur ça, sur le 2 poids. Je crois que toi, tu as déjà parlé sur le 2 poids 2 mesures, mais je ne sais pas si tu veux. Je pense que tout a été dit, on peut avancer dessus. Et moi, j'avais aussi la question, c'est pour revenir un peu sur Guiraud et sur le tweet, il y a un autre collectif qui a réagi, c'est le collectif Golem qui a fait qu'est-ce qu'il y a qui a fait des collages en accusant en même temps des choses qui sont assez graves. Déjà, l'action d'aller faire des collages par rapport à ce tweet, c'est-à-dire que nous, on n'aurait jamais pensé faire une action contre la déclaration de Tondelier ou que sais-je. C'est quand même, il y a quand même des proportions à prendre, quand bien même le propos de Tondelier était grave. Donc déjà ça, et aussi, donc ils ont fait des parallèles avec Guiraud et Soral, de dire de Soral aurait été fier de toi. Et la question que je me posais, c'est comment ça se fait que il y a différentes réactions entre vous? C'est lié à quoi? C'est lié à la conception de l'antisémitisme? Qu'est-ce qui fait que sur ça, il y a des dissensions entre vous deux? C'est vous deux, c'est-à-dire entre Tzedek, entre votre vision, entre Tzedek, mais même que tu n'es pas dans Tzedek, mais vous n'avez pas la même réaction par rapport à Guiraud. Et pourtant, vous deux, vous déclarez comme des militants juifs qui luttent contre l'antisémitisme à gauche. Alors, non, mais on n'a pas les mêmes logiciels politiques. Golem et Tzedek, c'est pas du tout les mêmes. C'est pas la même histoire politique, en fait, si tu veux. Donc, effectivement, déjà, on n'a pas le même regard qu'on pose sur tout ça. On n'a pas la même conception. Alors, de l'antisémitisme, je sais pas, mais en tout cas de la lutte contre l'antisémitisme, on n'a pas la même conception, évidemment, de comment politiser cette lutte et de quelles priorités. Parce que politiser, c'est hiérarchiser, c'est mettre des priorités, c'est calibrer des interventions politiques, voilà, dans le rapport de force, dans la lutte politique. On n'a évidemment pas les mêmes priorités. Évidemment que nous, on n'aurait jamais été faire un collage pour dénoncer ça, parce que c'est tellement déconnecté
de ce que vivent les juifs en matière d'antisémitisme. Peut-être qu'on pourra y revenir peut-être un peu plus tard, mais enfin, je veux dire, l'antisémitisme qu'on peut subir en tant que juif, ça n'a rien à voir avec un tweet de David Guiraud. Enfin, je veux dire, c'est incroyable en fait de devoir rappeler des choses qui est aussi évidente et aussi simple. Maintenant, le collectif Golem, peu après sa constitution, et on pourra en reparler aussi de sa constitution en tant que telle, hein, autour de la marche du 12 novembre, de leurs interventions médiatiques, parce qu'il y a quand même eu des choses assez graves qui ont été dites par leurs militants et représentants. Le collectif Golem, ils ont quand même sorti un texte qui prenait un peu la forme d'un micro-manifeste. Voilà, dans lequel ils disent leurs intentions. Voilà, que voulons-nous faire, nous, en tant que Golem. Donc il y a des choses, la plupart des choses de ce texte, hein, c'est très court, ça fait 1 page et demie, je crois. C'est des choses que voilà, on pourrait tous signer autour de la table. Nous sommes contre le racisme, nous ne voulons pas mettre en concurrence l'islamophobie et l'antisémitisme. De la posture, tout le monde peut faire de la posture, surtout dans un manifeste, c'est normal. La seule chose qui ne relève pas de ces positions un peu attendues, évidentes quand on est un collectif de gauche ou un collectif antiraciste, c'est de dire, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est pouvoir, à gauche, dans la gauche radicale, pouvoir parler de sionisme et d'antisionisme de manière décorrélée, je ne sais plus exactement comment il le formule, mais en gros, ça veut dire quoi? On doit pouvoir parler de sionisme à gauche ou dans la gauche radicale sans que ce soit un problème, sans que ce soit forcément une étiquette problématique à gauche. Donc, à un moment donné, je veux dire, c'est ce qu'ils écrivent eux-mêmes. Donc, dans leurs intentions, la seule intention réellement politique qu'il y a dans ce texte, au-delà des postures antiracistes, c'est quand même de dire qu'il faut revenir sur la possibilité, en fait, à gauche, d'être sioniste. Et là, c'est, je pense, la principale différence entre Golem et Tzedek, ou entre Golem et l'UJFP, c'est quand même de se positionner par rapport au sionisme. Et alors, pour nous, en fait, on ne peut pas complètement parler d'antisémitisme ou de lutte contre l'antisémitisme si à un moment donné dans l'équation, on ne parle pas de l'impact en fait, qu'a eu la création, puis le développement, puis toutes les politiques israéliennes, la colonisation israélienne sur cette question d'antisémitisme, sur la perception des Juifs par les autres, et notamment par les populations qui s'identifient au peuple palestinien. Parce que c'est quand même assez évident qu'un État qui se dit, et je pense que tu en parles très bien dans ton texte, Elie, c'est qu'un État qui se revendique État des Juifs, qui revendique porter, en tout cas qui expose ce signifiant juif et qui se l'approprie, et ça aura des conséquences sur, du fait de sa politique coloniale, sur comment les gens vont percevoir les Juifs. Et sur on en parlait tout à l'heure, sur cette confusion entre Juifs et sionistes. Eux, c'est un immense angle mort, c'est un point aveugle dans tout leur discours. C'est de dire non, il n'y a aucun rapport, non, il ne faut pas parler des deux, nanana. Donc, voilà, la principale différence, elle est là. Et je pense que si on tire un petit peu le fil, c'est ce qui va expliquer pourquoi on a des positionnements différents. Moi, la principale critique que je leur ferai, c'est que leur lutte, leur manière de lutter contre l'antisémitisme n'est absolument pas politique. Et en fait, ils portent un tort énorme, non seulement à la lutte contre l'antisémitisme, mais à la lutte contre le racisme en général, mais à la lutte contre le gouvernement Macron et l'extrême droite en général. J'avais quelque chose que je voulais dire, mais je le dirai après. Mais j'ai oublié. Et je vais laisser la parole à Elie. Il y a aussi Nadav qui dit pour Tzedek, les Palestiniens et les Juifs ne sont pas des catégories qui s'excluent. Je pense que c'est une référence aussi au tweet qui a été fait, au thread qui a été fait de Golem sur Jésus et Palestine, où autant l'image, le début peut être vrai sur l'imaginaire antisémite que ça peut donner sur déicide, c'est ça, le déicide. Mais la suite est assez lunaire et très très problématique, notamment parce que ça exclut Palestiniens et Juifs. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est aussi il y a la question du sionisme, mais il y a aussi la question. Moi, j'ai l'impression que en dehors du sionisme, ils sont pas formés sur les questions antiracistes. J'ai l'impression il n'y a qu'à regarder leur logo. C'est l'OS, leur logo. Golem. Alors, est-ce que tu penses que c'est vrai? Moi, attends. C'est la première chose. Nous aussi, on va la faire comme ça. C'est la Oui, conscience voilà, qui non, parle. mais- C'est l'inconscient qui parle. Moi, je suis en mode, vous avez voulu jouer à ça, on peut jouer à Non, ça. mais c'est pas que leur logo, c'est leur slogan. Ils mettent veille. Non, ouais, mais je parle justement. Bah, c'est de la maladresse pour moi. Sinon, on adoptait leur rhétorique. Ouais, c'est de la on dirait la même maladresse. chose, on dira, vous voyez bien. on va leur qu'ils faire- ont- Mais c'est un copier-coller. Oui, mais dans le fond, je pense que ça n'a rien à voir. En réalité, ils n'ont pas repris. Moi, je les soupçonne pas d'être pro-OS. Je pense pas que Non, mais- non, mais ce que je veux dire, ça veut pas dire qu'ils sont pro-Algérie français. Je dis ça indique qu'ils sont ignorants des sujets.
Tu vois. Oui, Ils parlent. donc c'est de la maladresse. Bah je veux oui, dire, c'est non, ça. je veux dire, Mais justement, si on ils joue ont leur pris le jeu logo à de eux, l'OS. on pourrait les cancel par rapport à ça. Sauf qu'on est au-dessus de ça quand même. On va Non, être ce que je veux gentil, dire, c'est qu'en on va fait, être gentil, c'est on va des- dire il y a un manque de culture politique. Bah oui, c'est ça que je veux dire. C'est que Mais- ils ont pris un truc, franchement, sur les 1001 images qu'ils auraient pu adopter, Mais- ils ont pris l'OS. Mais au-delà de. Explique un petit peu, peut-être. Bah, en fait, leur logo, c'est un personnage, donc le golem, avec écrit en dessous ou au-dessus, je sais plus, il y a écrit Golem Veille, qui ressemble étrangement à la réalisation même de l'affiche. une Pardon. des affiches qui était utilisée par Par l'OS à l'OS, l'époque de la à guerre fin de d'Algérie. donc OAS veille, hein, et c'était OAS conçu Veille, un petit peu de la même exactement. façon. Je veux dire, la ressemblance est trouvée à tel point que, enfin voilà, on peut dire qu'à minima ils sont maladroits et qu'ils Voilà, ils maladroits. sont pas très cultivés Mais en en termes fait, ça, politiques. c'est l'arroseur. Pour moi, c'est l'arroseur arrosé. Si vous voulez jouer à ça, bah nous aussi, on peut trouver que en fait, il y a des choses qui sont Mais pas ça claires. montre bien à quel point c'est vide Voilà. politiquement Mais- ce non, genre mais en fait, de- Ils sont, tu vois, en fait, même rhétorique. c'est le fondateur, c'est Pardo, c'est ça? Ouais, Mais je ils crois que sont c'est l'un plusieurs. des fondateurs. Ils C'est sont l'un des plusieurs. fondateurs. Et ouais. il se prétend militant contre contre enfin, il milite pour former les gens à la lutte contre l'antisémitisme. Mais en fait, c'est pareil, il en parle sous une forme qui est pas du tout politisée. Mais C'est justement, je veux dire, C'est pas, Ils lui qui avaient- avait formé- c'est pas lui qui avait formé à l'antisémitisme, comment, Mediapart, non? mais si, c'est lui. Mais justement, Et le je veux dire, NPA, non? en dehors de la question du Non, sionisme, sérieusement. non mais oui, c'est lui. Mais justement, moi j'ai l'impression que c'est la conception du racisme en fait. Bien Donc, sûr, ouais, qu'est-ce c'est que ça. c'est le racisme? En fait, moi, les gens, quand vous lisez des golems, vous ne comprenez rien à l'antisémitisme. En Bien fait. sûr que non. Qu'est-ce qui produit l'antisémitisme? Ça vient d'où? Quelles sont les causes matérielles? C'est juste, en fait, on lit Golem et on a l'impression que, en fait, il faut surveiller chaque individu. C'est un peu colibri. Chaque individu doit faire attention à quel mot utiliser. Et par exemple, si c'est les Z-Born, tu vas d'abord chercher les infos sur Elisabeth Born pour savoir quel mot tu vas devoir utiliser. Et tu es en mode, mais. Et sachant que ce n'est pas comme ça que nous, on Mais marche. c'est la dépolitisation. Clairement, c'est ça. Alors que Ils ont pas de l'antisémitisme, conception. tu vois, on en a des expériences concrètes, tu vois, les lois anti-juives, on sait ce que c'est, tu vois, la volonté méthodique d'exterminer le peuple juif, c'est des choses qu'on connaît, qu'on a vu se produire sous nos yeux. Tu vois. Et je vais laisser aussi Ellie parler, ou ce qu'on fait des Soral et tout, de faire croire que les responsables de tout ça, c'était les juifs, c'était Oui, la le communauté complotisme, organisée, etc., oui. c'était de leur donner un pouvoir surpuissant et tout. Donc il y a vraiment sur ça à avoir. Mais sinon, c'est. Voilà, en fait, c'est toutes les conceptions à partir de Doc Whistle et tout qui est fou, qui est fluide et qui. Nous, on n'arrête pas de dire, les gens, on vit dans une société raciste, on a tous des clichés racistes. Voilà. On a tous des clichés racistes. Il y a tous, une fois, on a dit des conneries racistes et tout. C'est pas ça, pour autant, qui fait le racisme. Il y a un projet politique derrière. Ellie, excuse-moi. T'inquiète. Faut t'imposer ici, hein, faut t'imposer. Faut pas hésiter. Ça, je prends mes marques, mais Ouais. je le fais petit à petit. Non, je partage beaucoup ce qui a été dit, et notamment ce que disait Simon par rapport au fait que ce que Golem incarne, c'est le fait que depuis le 7 octobre, il est de plus en plus intenable de se prétendre être sioniste de gauche. Ça a toujours été une illusion, mais là, face à l'ampleur du désastre de ce qui est en train de se passer en Palestine, cette position est intenable. Donc c'est une espèce d'échappatoire d'aller faire un collage à la fille pour oublier que leur position est intenable. Mais de manière, à mon avis, plus importante et plus significative, et au-delà de Golem, je pense que ça incarne cette espèce de lutte contre l'antisémitisme moral et non politique et dépolitisé. C'est la question de la manière dont on pense l'antisémitisme par rapport au racisme. Et je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement néfaste de ce point de vue, qui a été de considérer qu'il y avait le racisme d'un côté, l'antisémitisme de l'autre. Et que séparés, quoi. Et que C'est c'était un deux autre choses problème. différentes. Ouais. Et que c'était deux choses différentes. Et pour moi, l'un des meilleurs exemples de ça, ça a été la marche contre l'antisémitisme. Je me souviens plus quand c'était. Du 12 novembre, ouais. Le 12 novembre. Parce que la réponse facile, c'était de dire on va pas les manifester avec le Front National, avec Zemmour. Ok. Parce que eux, ils sont moralement des vilains racistes antisémites. Mais on pouvait manifester avec un gouvernement qui s'apprêtait à voter la loi immigration, avec une droite qui avait déjà voté pour l'abolition de l'AME, parce qu'on pense que l'antisémitisme et le racisme sont des phénomènes distincts. Et je pense que penser que l'antisémitisme n'est pas une forme de racisme, ce qu'il est, mais quelque chose d'à part, ça contribue aussi à installer cette illusion d'un deux poids deux mesures et d'une communauté à part, et donc ça contribue à créer de l'antisémitisme. Le fait de singulariser les juifs de cette manière. Il faut que, dans le cadre de la lutte contre l'antisémitisme, on ressaisisse l'antisémitisme comme une forme de racisme spécifique, comme l'est la négrophobie, comme l'est l'islamophobie, Voilà, c'est ça. comme l'est la homophobie, etc. Mais parce qu'il faut que chacun des populations qui fait l'expérience du racisme puisse penser sa communauté de destin avec les autres victimes de racisme, quoi, tout simplement. Bah, ouais, non, mais, enfin, c'est l'aspect stratégique en fait, c'est-à-dire de dire on va lutter contre l'antisémitisme, mais avec qui
en fait. Et si on se coupe effectivement et de la gauche radicale et des autres minorités victimes de racisme, effectivement, en fait, on se sabote soi-même et on rend la lutte contre l'antisémitisme en fait complètement impossible. Et du coup, mais je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont poussés quelque part à à des échappatoires, comme tu dis. On va aller coller, on va aller s'en prendre à Guiraud, on va aller s'en prendre à un tel ou à un tel ou à un tel. C'est pas des collages que contre Guiraud, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais Golem, alors dans Golem, il y a les JJR, il y a différentes personnes, c'est ça, en fait. c'est un regroupement en fait, de ça. plusieurs personnes ou organisations ou quoi. C'est des gens qui vont par exemple aller coller sur une librairie de gauche qui devait notamment à Toulouse accueillir Ouria Boutekja et Louisa Yousfi, qui vont aller coller faire un collage hostile du coup contre sur cette librairie qui est un des principaux lieux de regroupement de la gauche radicale à Toulouse, et qui le surlendemain vont aller coller des photos d'otages israéliens, qui est exactement le même procédé quand même que les groupes d'extrême droite juifs ont pu faire par exemple sur les murs genre, je sais plus c'était quoi la salle, mais là on devait faire la conférence avec Judith Butler, parole d'honneur au cirque électrique, qui a été collé par des milices fascistes juives. C'est exactement les mêmes procédés. C'est des gens qui vont servir la soupe au discours réactionnaire, qui dit que l'antisémitisme, c'est Tzedek l'UJFP, Ouria Boutekja, la France insoumise, etc. Donc en fait, à un moment donné, c'est des gens qui se revendiquent révolutionnaires. Ce qu'on a envie de leur demander, mais c'est en tant que révolutionnaire, quelles sont vos priorités? C'est comment, en fait, quelle est votre conception de la lutte? C'est vraiment le monde à l'envers, en fait, Golem. C'est aussi des gens où il y a une certaine dose de malhonnêteté intellectuelle. Si on reprend ce qu'ils peuvent dire quand ils sont invités dans les médias ou pour les intellectuels un peu proches de ce courant qui va publier des bouquins, par exemple, je crois que Ilana Weizmann, mais c'est pas la seule, c'est des gens qui peuvent dire par exemple que pour nous, pour les décoloniaux, les juifs ne sont pas déracisés, entre guillemets. Or, en fait, les premiers à avoir dit que les juifs étaient déracisés, c'est quand même nous. Enfin, je veux dire, ce niveau de malhonnêteté intellectuelle, on est exactement au même niveau qu'un Thomas Guénolé ou que des personnes qui vont en fait vraiment soit modifier des propos, soit inventer des propos qu'on ne tient pas, soit extraire des trucs. Enfin voilà, on en est quand même à ce niveau-là. Golem, c'est ça. C'est perdu stratégiquement, dépolitisant et avec quand même une certaine dose de malhonnêteté intellectuelle. Oui, non, mais on ne peut pas imaginer quelqu'un se dire révolutionnaire. Je pensais aux JGR, parce que c'est pareil, Rare, JGR, Golem, je les vois un petit peu comme le même prisme. C'est des gens qui d'abord n'ont aucune culture politique, mais à la limite, ça, c'est pas grave du tout. Je pense qu'ils sont au service de forces politiques réactionnaires, de la gauche réactionnaire, ce qu'on appelle la gauche réactionnaire. Le Parti socialiste, entre autres, enfin, ils sont liés évidemment à cela. Et des opérations de ce genre, on en a vu des tas, on a vu SOS Racisme, etc. Mais d'une façon générale, l'impérialisme s'est souvent servi de minorités. Partout. Ça a été le cas pas uniquement avec les Juifs, mais aussi avec les chrétiens au Liban, avec d'autres communautés. Partout, l'impérialisme a toujours essayé de manipuler des minorités. Et je vois pas pourquoi cela échapperait à la règle en France, c'est tout. Et d'ailleurs, ça pourrait être les musulmans ailleurs. Ça pourrait être... C'est ça. C'est qu'ils n'auront aucune conception de ce qu'est l'impérialisme en tant que tel, de conception réellement marxiste, parce qu'ils prétendent, ils ont quand même des prétentions marxistes. Et persécuteur, le fameux poème d'Aragon. Je veux dire, comment on peut parfaitement être opprimé dans un endroit et devenir persécuteur ailleurs, etc. C'est ça l'impérialisme. Et c'est à nous de dénouer ces fils et de comprendre ce qui se passe. Mais même le racisme, nous on a une vision bien dynamique sûr, bien du sûr. racisme. C'est pas figé une fois dans le temps. Il faut voir comment ça évolue selon la période. Voilà, il faut vraiment avoir une pensée dynamique qui n'est pas figée dans le temps. Ben oui, et donc moi j'ai peine à... Alors, ce qu'il y a de grave, c'est qu'aujourd'hui, ils vont très très loin et ils laissent à croire des choses absolument incroyables. Alors, Mélenchon, c'est ça, j'ai lu, mais c'est vrai, j'ai vu passer des choses de genre, mais Mélenchon, ce serait le nouvel Hitler, quoi. C'est quasiment cela. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que j'espère que nous n'aurons pas ce regard rétrospectif sur l'histoire d'ici 20 ans, si nous sommes encore de ce monde, mais c'est extrêmement grave ce qu'ils font. Extrêmement grave de délégitimer une vraie parole de gauche comme l'AFI là aujourd'hui. Alors on peut avoir des divergences avec l'AFI sur un certain nombre de points. Nous-mêmes des coloniaux, on l'a toujours dit, l'AFI n'est pas l'organisation anti-impérialiste qu'on souhaiterait, etc. Peu importe, mais elle s'en approche et elle a la volonté de s'en approcher. On sent qu'il y a une volonté à l'AFI et nuire à l'AFI aujourd'hui.
c'est quelque chose de catastrophique. Mais, Surtout dans la période où l'extrême droite est aux portes du pouvoir ou au pouvoir dans énormément de pays. Ah, bien Enfin, sûr. une question de responsabilité, de lecture des Mais c'est événements de la période qui est totalement absente en fait. Mais c'est ça, il faudrait peut-être se poser la question que nous, on se pose par exemple à la France Insoumise, parce que la France Insoumise, on dit qu'elle lutte contre l'islamophobie, mais si on était tatillon, il y a plein de choses où on pourrait leur reprocher, tu vois, si vraiment la loi de 2005 n'est pas remise en question et tout, toutes les questions des colonies, des territoires d'outre-mer qui sont vus comme la France, il n'y a pas une remise en question de ça. Mais la question qu'il faudrait se poser, et qui pourrait se poser, c'est est-ce que la FI et sur la question des musulmans, mais même sur la question des juifs, est tant un danger pour les juifs de France que la priorité là pour les juifs de France, c'est de diffamer la FI par rapport au reste. Il y a aussi une question de responsabilité là. Moi, j'ai pas l'impression, même si on peut accuser la FI d'avoir été maladroit sur la question de l'antisémitisme, j'ai quand même l'impression que c'est l'organisation prioritaire, même sur les questions de lutte contre l'antisémitisme, parce que ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est que le gouvernement en place, certes, n'a pas la priorité contre les juifs, hein, c'est pas, mais par contre, avec ces projets de loi islamophobes, indirectement, touche aussi les juifs. Tu vois. J'ai l'impression que Les signes religieux, par exemple. oui, les signes religieux, les trucs. Appareils d'État qui sont en capacité de se retourner contre un Bernie Sanders ou contre un... Parce que Corbyn, il a été renversé par son parti. Tu as des bureaucraties, en fait, à Ouais. ces partis, Il n'y a pas la tu FI. vois. Ce que tu n'as pas à la FI. Pour le coup, à la FI, tu vois, tu as cet avantage de la gazosphère. Mais aussi peut-être parce que la FI n'est pas un vrai parti en Bien développement. sûr. C'est une nébuleuse. Alors, on est de retour. On a eu un Qui a un problème. défaut sur plein d'aspects. Alors, excusez-moi, parce que Ouais, là, on est de retour. Les gens vont pas comprendre sinon. À cause de Christophe, qui a marché sur la prise, Et donc, tout simplement. on a plus le retour Twitch. On va avoir le retour Twitch. Je sais plus où on en était. On parlait d'antisémitisme. Oui. Oui, effectivement. Mais je sais plus de ce qu'on disait Tu exactement. sais qu'ils étaient les victimes collatérales des lois Oui, voilà, islamophobes. des victimes collatérales des lois islamophobes, notamment avec l'école, avec le port de signes religieux. Et il faut rappeler que pour. En fait, moi, ce qui me fascine, c'est de dire, et on pourrait même dire la même chose quand ils nous accusent d'antisémitisme. Quel est notre projet antisémite? Parce que nous, on voudrait que les juifs puissent vivre en tant que juifs en France. Et pas comme veulent les républicains, c'est-à-dire en tant que juif intégré. Ah, bien sûr. En tant que juif qui a perdu toute sa judaïté ou que sais-je. Pour nous, un juif pourrait aller à l'école avec une kippa, pourrait travailler avec, pourrait vivre 100% en tant que juif en France. Donc c'est aussi ça qu'il faudra mettre en question. On va terminer dans 10-15 minutes. Tu voulais aborder la question de États-Unis. Oui, c'est juste pour revenir. C'est toujours la faute des États-Unis, de toute façon, on est d'accord. Oui, exactement. Non, Voilà. en fait, c'était juste l'idée de tout à l'heure quand on dressait un peu des parallèles entre la situation des trois pays, États-Unis, France, Royaume-Uni. Et je pense qu'on pourrait aussi ajouter d'autres pays dans le lot. La grande différence que je vois, et peut-être une des grandes forces de la France insoumise par rapport au Parti démocrate ou au Parti travailliste britannique, c'est que tu n'as pas la bureaucratie en fait interne au parti qui va pouvoir servir de relais dans la promotion du discours selon lequel Bernie Sanders... Alors Bernie Sanders, on dit souvent que c'est un self-hating Jew, un juif qui se déteste. Ah là. C'est un truc qui revient Ah ouais. souvent. Mais c'est Mais quelque chose qui revient c'est souvent. vrai Pour, Bon, on l'a dit la même préoccupe, chose pour l'UGFP, pour CEDEC. Je sais pas comment on dit en français. Comment ils disent les gens La haine de soi. C'est juif honteux, c'est juif honteux. On entend moins Ouais. quand même. Non, c'est juif honteux. Self-hating Jew, ça revient beaucoup dans le discours aux Ou États-Unis. Chicken for KFC. Oui, voilà, ça revient. Ouais. Ça, c'est pour les LGBT palestiniens. Mais ça. même pour les juifs, oui. Donc, en fait, moi, ce que j'étais en train de te dire quand on a été coupé là, c'est que je pense que ce qui fait paniquer les adversaires de la France insoumise, c'est le fait que les figures les plus visibles, tu vois, sont toutes alignées sur un discours qui est quand même aujourd'hui de plus en plus radical dans l'antiracisme, dans la lutte contre l'islamophobie et dans une certaine rupture avec un ordre néolibéral, raciste, etc. Et ces figures-là ne pourront pas être contrastées
par une bureaucratie interne qui va les chambouler et qui va mettre en avant, tu vois, des figures qui seraient plus tendres. Et c'est ça, je pense, qui les fait vraiment paniquer. En fait, Mélenchon, il est hors de contrôle, quoi. Il dit ce qu'il veut, et ça n'aura pas d'incidence, si tu veux, sur sa légitimité vis-à-vis de son électorat et vis-à-vis des militants de la France Insoumise, quoi. La question que je me pose, enfin, une question qui est quand même assez grave, c'est quid des autres forces qui se disent de gauche et leur attitude par rapport à la FI. Parce qu'il y a aussi une forme de suicide, là. Je veux dire, bon, le PC, évidemment, ça a été rappelé, qui avait fait, Roussel, qui avait fait ce tweet scandaleux sur Mélenchon, qui ferait du clientélisme par rapport aux populations radicalisées d'au-delà du périphérique. On voit ce que ça veut dire. Il y a plus d'images, apparemment. Le PS, le PS ou les Verts, j'arrive pas à comprendre comment ils n'arrivent pas à réaliser que la chute de la FI, ce serait aussi leur chute irrémédiable. Parce qu'aujourd'hui, ils ne tiennent que parce qu'il y a ce moteur qu'est la FI. Bien évidemment. Je veux dire, on n'imagine pas le PC ou les Verts ou le PS imaginer prendre la place de la FI. Je veux dire, en tant que vecteur principal, hein, de la gauche, d'une tentative de recomposition d'une sorte de gauche dans ce pays. Et ce qu'il y a de grave, c'est que quand la FI est attaquée, ça a été dit, je veux dire, au contraire, ils abondent dans le sens des attaques, etc. Comment comprendre cela? Parce que là aussi, il y a un vrai suicide. Moi, j'aimerais en discuter hors micro, je veux dire, avec des militants, bon, en dehors des postures. Mais vraiment, vous pensez que... Je reparlerai demain, parce que demain, je vais voir Ouais. Louis, je les appelle Louis Et Alma. et Alma, voilà, je les appelle par leur prénom. Mais c'est quand même assez incroyable, parce qu'ils se rendent bien compte que si le bateau coule, ils vont couler avec. Je veux dire, bon, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils laissent faire, pourquoi il n'y a pas cette solidarité, pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que la FI n'est pas antisémite, ils savent très bien. Et on a chez eux une indolence qui frise la complicité, bien évidemment. Bien sûr. En fait, ils sont complètement perdus politiquement. Je veux dire, C'est je pas pense- des intérêts électoraux Est-ce que aussi? tu C'est crois pas vraiment des qu'ils sont stratégies perdus? électorales? Il y a qui sont perdus. Moi, Alors, non, je veux dire, au niveau électoral, je pense que c'est des calculs de court terme. Parce qu'en vérité, Voilà. si tu veux, je veux dire, des partis comme le PS et ELV, et peut-être ELV, c'est un peu différent, parce que sur des élections comme les européennes, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Mais c'est des structures qui sont tendanciellement en train de disparaître. Donc, effectivement, même d'un point de vue électoral, je pense que leur intérêt serait plutôt celui de vouloir être les soutiens d'une organisation qui est aujourd'hui, de fait, hégémonique dans leur camp. Tu vois? Donc, je pense que d'un point de vue électoral, c'est un mauvais calcul qu'ils font. Par contre, d'un point de vue politique, moi, je pense qu'on sous-estime leur degré comment dire, L'aveuglement politique. l'aveuglement. Ils sont complètement à l'ouest. Tout à l'heure, j'étais en train de lire l'interview de la tête de liste ELV. Ouais. Oui. Elle invente le concept, tu vois, elle te parle de pauvrophobie d'État. De quoi? La Pauvrophobie. pauvrophobie d'État. C'est-à-dire que là, on n'en est plus à lutter La contre pauvrophobie. Ouais, On n'arrive même pas à le dire. La pauvrophobie d'État. la pauvrophobie. La discrimination. Europe Écologie Les Verts et la culture politique, ça a toujours Mais fait. c'est Ça ça. fait longtemps que c'est. Exactement, sont pas dans la c'est même vrai, chose, quoi. c'est vrai. Mais là, on atteint des niveaux. Je veux dire, donc en fait, si tu veux, je pense que ce sont des structures politiques. Le PC qui est en pleine déroute aussi, parce que sur la question palestinienne, historiquement, il tenait quand même le haut du pavé, tu vois. Et là, ils sont en train de se perdre même sur ce sujet-là. Et en fait, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la blanchité, quoi. Hein. Il reste la blanchité, l'adhésion au camp occidental quand des moments comme ça décisifs, comme la Palestine, vont émerger, tu vois. Il a décidé de saboter l'émission, mais vas-y, concentre-toi. Ça marche? Ok. C'est bon. Il faut pas sous-estimer, je parle du PS et de ELV, la rupture qu'il y a entre eux d'un côté et le Parti communiste et la France insoumise de l'autre, dans leur rapport au capitalisme aussi, et au néolibéralisme. Le PS, c'est quand même pas n'importe quel parti, hein, c'est le parti du tournant de la rigueur, c'est un parti qui, historiquement, depuis belle lurette, a trahi au niveau de cette question, on va dire, révolutionnaire. ELV, c'est pareil, c'est des gens qui adhèrent au projet libéral, au projet de l'Union européenne, au projet de... Enfin, voilà. Donc, il y a aussi ça, je pense, il y a de l'aveuglement politique, il y a la question du rapport à la blanchité, à la race, mais il y a aussi, en tout cas pour ces deux partis, je mets le PCF un peu de côté, il y a aussi cette question-là entre le projet de la France insoumise et leur projet à eux, du point de vue social et économique, ça n'a quand même rien à voir, je veux dire. Et c'est vrai qu'à un moment donné, la NUPES,
c'est quand même assez extraordinaire qu'elle ait tenu aussi longtemps quand on prend en compte en fait ces différences qu'il y a. C'est quand même des gens qui sont d'accord sur quand même pas grand chose, y compris même l'aile gauche du PS. Je sais pas si on peut vraiment parler d'aile gauche. Bon, ok, ils sont peut-être moins à droite que les plus droitards de ce parti-là. Ça reste quand même des gens qui n'ont pas grand chose à voir avec une question de rupture avec le capitalisme. Oui, Simon, mais je parle même, bon, en dehors des dirigeants, mais les militants de base de commandeur. Alors, je parle même pas du PS, parce que le PS est fini. Et même au PS, il y a encore pire que Fabre, vous savez, c'est le maire de Rouen, là, j'ai oublié son nom. Meyer-Rossignol. Comment il s'appelle Nicolas Meyer-Rossignol. Oui, Rossignol, c'est ça, c'est Rossignol. Meyer-Rossignol, non? Oui, Meyer-Rossignol. ouais, c'est lui le. Meyer-Rossignol, non? Oui, je crois que c'est lui. Si, c'est le challenger qui trouve que Fabre est encore trop pro Mélenchon. Fort, pardon. Fort. Ouais. C'est qui Fabre? Bah, c'était un ancien dirigeant du centre, c'est pour ça que ça m'est revenu. Bon, bref. Ça, c'est les le parti. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, j'aimerais Vous êtes un vraiment. peu en train de divaguer, mais je vous laisse Non, divaguer. on ne divague pas trop. C'est que les militants, parce qu'à la limite que les directions, mais les militants des Verts et les militants du PC, vraiment, ils pensent que Mélenchon est un antisémite et que. Mais c'est ça que c'est pas possible, je veux Je dire. pense qu'il y en a, ils sont convaincus parce qu'ils sont mal. Je veux dire, qui a fait des formations, notamment Europe Écologie Les Verts et tout. Il y a aussi eu Pardo, j'ai peur de décrocher son nom. Pardo ou Prado, je sais plus. Non, Pardo, ouais. Pardon, mais moi je pense que, c'est pas étonné parce qu'ils ont aussi cette conception sur le racisme, tu vois, de morale, de surveiller les mots, ce mot-là, cette pensée-là et tout. Donc moi je pense qu'ils ont, de par leur conception de l'antisémitisme, qui est une conception morale et individuelle, ils doivent penser que Mélenchon est antisémite. Sachant que nous, d'un point de vue individuel, ça ne nous étonnerait pas que Mélenchon ait des pensées qu'on pourrait qualifier d'islamophobes, une vision un peu caricaturale de ce qu'est l'islam et tout. Okay. Tout en étant politiquement. Mais d'ici à torpiller complètement malgré tout, parce qu'ils n'ont aucune chance. Politiquement, ils n'ont aucune chance. Si ça passe pas la prochaine fois, ils n'existent plus. Ils sont volatilisés. Mais il y a un certain intérêt, je pense, des intérêts d'appareil à ce que Mélenchon. En fait, c'est un peu ambivalent parce qu'à la fois, on voit bien que c'est la France insoumise qui permet à ces partis de maintenir la tête sous l'eau, et à la fois, on sait que plus Mélenchon gagne en puissance, plus eux sont amenés à rétrécir parce qu'on est aussi dans une période où c'est très polarisé, les espaces politiques se réduisent. Et quel espace politique il y a pour des gens comme le Parti Socialiste ou Europe Écologie Les Verts dans cette situation? C'est très minime. Donc, c'est un peu ambigu. Tu crois qu'ils vont faire récupérer des trucs? Non, mais Youssef, je pense que tu aussi sous-estimes la nullité politique de certains et la conception politique qu'ils ont de certains problèmes. Moi, je me rappelle de Sandrine Rousseau, qui n'est pas la plus virulente à la cour de la NUPS, tu vois, mais qui était presque à supplier la FI d'avoir une position qui était, selon elle, juste sur la Palestine, tu vois, parce que la FI, pour elle, n'avait pas la bonne position, notamment avec le Hamas, avec tous ces trucs-là. Donc, je pense que tu sous-estimes leur nullité, leur conception de tout ça, et qu'ils sont vraiment sur des perceptions morales de tout ça. Et que le danger, là, c'est d'être perçu comme antisémite, comme Mélenchon. Ouais, mais c'est... Et on va terminer avec les dernières questions pour chacun. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous? Ça serait quoi les priorités pour... parce qu'il faut aussi... Nous, ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est que nous, on aimerait affronter cette question de l'antisémitisme. On aimerait pouvoir en parler. Mais le problème, c'est qu'on est obligé, en fait, plutôt que de former sur l'antisémitisme, de faire une mission sur, par exemple, ce qui serait très intéressant sur la Palestine, s'ils veulent nous laisser lutter contre l'antisémitisme, c'est laissez-nous aller former les gens sur la Palestine. Laissez-nous, on s'en occupe et on va faire comprendre à ces gens-là qu'il faut faire la distinction. On l'a toujours fait en plus. Sauf qu'on doit passer notre temps à dire mais non, on n'est pas antisémite, mais non, si, mais non, ça, à se justifier. Et on n'a aucune possibilité matérielle d'aller sur le terrain et même d'avoir accès à des médias et tout pour parler de ces sujets. Donc pour vous, ce serait quoi les moyens, quelles seraient les priorités en même temps, de considérer avec le sérieux qu'il faut la question de l'antisémitisme, tout en luttant contre cette instrumentalisation de l'antisémitisme. Mais je pense que ça pose aussi la question de qu'est-ce que c'est l'antisémitisme pour vous? Moi, je pense que c'est d'abord une question de remettre le nez dans les bouquins d'histoire, en fait. Tu vois, il y a des gens enfin, il y a une bibliographie abondante et très brillante sur la question de l'antisémitisme, qui est quand même un phénomène particulier, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'on est passé de la détestation des Juifs pour des raisons religieuses, la judéophobie, traditionnelle, à quelque chose qui est quand même particulier, quoi. Les Juifs sont soudainement devenus une race, quoi. Tu vois, soudainement devenus une race à laquelle on a attribué toute une série de caractéristiques. Et une race et c'est là l'une des spécificités de l'antisémitisme, qui ressemble aux Blancs.
Bah oui. C'est pour ça l'étoile jaune a un sens. Je veux dire, les musulmans qui essaient Bah oui. d'avoir un parallèle avec ça n'a pas de sens parce que l'étoile jaune avait un sens de par le fait. Bah oui, et c'est bien aussi ça le truc, ils sont parmi nous. Ils sont Exactement. cachés parmi nous. Ça me rappelle un bouquin L'ennemi sur intérieur. les Irlandais. Alors, tout à fait autre chose sur les Irlandais, mais comment les Irlandais ont été blanchis aussi, d'une certaine façon. Je ne sais plus le titre de ce bouquin qui était vraiment intéressant. Comment les Irlandais sont devenus blancs. Ouais. Et c'est absolument la même chose. Ignatieff, Enfin, je crois. pas la même Ignatieff chose, ou mais il y a un Ignatieff. processus qui est assez intéressant. Je t'ai coupé, je te laisse terminer. Non, je disais que en fait, c'est important de vraiment se replonger dans ce que c'est que l'antisémitisme dans son essence Ouais. et à ce qu'il a pu mener. Parce que tu vois, à force de manipuler, tu vois, toujours les mêmes, les mêmes images d'Épinal, tu vois, un peu on n'y réfléchit même plus. Tu vois, on parle de Seconde Guerre mondiale, il y a des livres et des films qui sortent tout le temps sur le sujet, à tel point qu'on finit par être aveuglé sur ce qu'a été vraiment l'antisémitisme d'un point de vue, pour le coup, intellectuel, politique. Tu vois, les lois qu'on a pondues, tu vois, la manière dont on a ciblé de manière méthodique, tu vois, une communauté. En faisant, si tu veux, l'origine de tous les maux Ouais. de la société, tu vois. Le parallèle que beaucoup de gens établissent entre l'islamo-gauchisme et à l'époque, on parlait de judéo-bolchevisme. Tu vois. Ouais, Parce que ouais, vraiment, c'est ça qu'il faudrait, tu vois, pour éclairer sur ce qu'a été vraiment l'antisémitisme, qui continue d'exister, hein, évidemment, et surtout sur le parallèle qu'on peut établir entre l'antisémitisme il y a 70, 80, 90 ans et l'islamophobie d'aujourd'hui, tu vois. Ce serait aussi le meilleur moyen d'associer les deux combats, quoi. Faire un peu d'histoire. Youssef est bien placé pour... De reformer sur tout ça. Bah oui. Eli, qui servira aussi de conclusion pour tous le tour. Non, pour moi, il y a deux éléments de réponse à ta question sur que faire concrètement contre l'antisémitisme. Il y a, d'une part, je pense que c'est extrêmement important, et c'est de toute façon ce que fait PDH et ce que fait tout l'antiracisme politique, c'est refaire de l'antiracisme une question fondamentalement politique et pas morale. Et se sortir de ces histoires de pureté morale qui sont fondamentalement contre-productives. Après, moi, j'aimerais peut-être prendre ça du point de vue des Juifs. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Et je pense que Israël aurait été quelque chose de très néfaste pour les Juifs, parce que je pense que ce qui est pas forcément simple à penser, c'est le rapport que beaucoup de Juifs ont avec Israël. Et je pense qu'après la Shoah, ce que beaucoup de Juifs ont vu dans Israël et pourquoi ils se sont investis affectivement dans le projet sioniste et dans Israël, c'était la promesse de ne plus être réduit à l'impuissance. C'est une promesse de force. Et de dignité, comme tu le dis dans Et l'article. de dignité. Et l'Occident, d'une certaine manière, qui avait créé les Juifs par son antisémitisme et par la Shoah, a fait, comme on dit, d'Israël le garde-chiourme de l'Occident au Moyen-Orient. Et la manière dont les Juifs, où l'antisémitisme a été pensé comme quelque chose de distinct du racisme, participe de ce mouvement général. Et ce qu'il faut aujourd'hui, à mon avis, pour les Juifs, c'est qu'ils prennent conscience de leur communauté de destin avec toutes les populations victimes de racisme, qu'ils reprennent leur place dans ce camp-là, et que, c'est ce sur quoi je conclus mon article, mais je pense que c'est vraiment important. Fanon disait aux Noirs, quand on parle des Juifs, tendez l'oreille, on parle de vous. Aujourd'hui, ce que j'aimerais dire aux Juifs, quand on parle des Noirs, quand on parle des musulmans, quand on parle des Arabes, tendez l'oreille, on parle de vous aussi. Et il faut, voilà. Mais d'ailleurs, ce que je trouve aussi intéressant dans ton article, c'est que tu parles de... En fait, on avait aussi abordé, je me rappelle avec Benji qui parlait de comment c'est difficile dans une famille juive en France de se dire antisioniste, parce que c'est presque comme si les musulmans se disaient apostats. Et donc vraiment de comment Israël est devenu une part de l'identité des Juifs, des familles, notamment, c'est lié. Et toi, tu parles aussi de ça, de cette conception de Juifs qui a souvent été vue comme à partir d'un rapport négatif à la judaïté, notamment le sentiment de minoritaire et d'oppression et tout, et que Israël a pu participer à une forme d'identification positive, presque de dignité et de force. Et peut-être qu'il faudrait réfléchir à une alternative à ça, c'est ça, à repenser de ce que c'est être juif positivement. Exactement, et se réempuissantiser, se réempowerment, quoi. Je pense dans le cadre d'une lutte antiraciste, mais faut pas se tromper d'adversaire. C'est-à-dire que l'Occident a réussi à convaincre beaucoup de Juifs que leur ennemi, c'était le musulman, c'était l'arabe, etc. Et Israël a été central dans cette erreur dans laquelle sont pris beaucoup de Juifs aujourd'hui. Et c'est pour ça que
c'est ce que je dis dans l'article, si Israël a été une promesse de puissance, si Israël a été un coup de poing qui a permis aux Juifs de restaurer leur dignité, il n'a pas été donné sur le bon visage. D'accord. Donc maintenant, il s'agirait de le mettre sur le bon visage. Ouais. Et le bon visage, c'est celui du racisme occidental. On parle de façon imagée, bien sûr. Bien Je sûr. préfère prévenir. Youssef, Oui, c'est marrant, je rebondis là-dessus, ce genre de coup de poing, parce que comme j'ai on a mis un à non mais j'ai Julien Drey. Piquer le croûte. À Julien Drey. parce que j'ai bossé justement sur la création d'Israël et la France à la fac, dans mes travaux universitaires. Et la parabole du coup de poing, c'est exactement ce qu'un éditorialiste de l'Aurore sort en 48 au moment de la création d'Israël. Et il présente le sionisme comme étant un coup de poing dans l'océan, dans l'Orient lymphatique. Ah ouais. Voilà, c'était la parabole. Et c'était exactement cela. C'est un coup de poing dans l'Orient lymphatique qui va réveiller l'Orient, qui apporte de la modernité, qui apporte de la révolution, parce que c'était vécu comme une révolution, c'était présenté comme une révolution. Hein. Non, on parle pas de la ville, attention le les gens. sionisme. Hein. Comment? On parle pas de la ville. Et bon, et J'ai pas la règle. donc, Lorient. Hum. Je suis désolé. et donc, du coup, d'ailleurs, tu sais pourquoi on appelle ça, cette ville s'appelle Lorient? Mais je vous raconterai. D'accord. Pour la prochaine fois. Et il y avait la flotte de l'Orient et la flotte du Ponant. Et alors donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que non, il faut continuer à faire ce qu'on a fait. Il faut présenter justement, tu as raison de le dire, la lutte contre l'antisémitisme comme étant intimement liée à la lutte contre le racisme. Et la question est dans quel type de société on veut vivre, qu'on soit juif, musulman, peu importe, dans quel type de société. Et effectivement, le fait de distinguer comme cela, c'est quelque chose d'extrêmement grave, parce que dès lors, ça se présente mal. Je veux dire, mais je crois qu'il faut revenir. Et tu as raison de le dire par rapport à l'histoire. Les gens, il n'y a jamais eu réellement en France, quand on parle de la lutte contre l'antisémitisme, et tu l'as dit aussi, on oublie que l'antisémitisme était enseigné à l'école sous Vichy. Il était enseigné à l'école. C'était pas simplement que Vichy était antisémite, c'est qu'on l'enseignait à l'école. Donc imaginez ces gens qui pendant 5 ans ont vécu un enseignement à l'antisémitisme, Et même exactement avant- comme on vivrait un enseignement d'éducation civique aujourd'hui. Et même avant l'occupation, l'antisémitisme était assez Oui, hégémonique oui, mais dans la il- société. oui, mais il oui, était- je suis d'accord. Il y avait Honnêtement, il l'école. n'était pas d'État. Ouais. Il n'était pas d'État encore. Hein. Mais ça a fait. Mais c'est vrai, au niveau de. Au niveau. Oui, non, mais avant Vichy, il n'y avait pas d'antisémitisme d'État comme en France. Il y avait par contre un antisémitisme virulent dans la presse. Hein, il y avait toutes ces grandes plumes qui étaient les Léon Daudet, etc., qui étaient les grandes plumes en plus, hein, c'était, je raconte toujours cela, le journal chrétien, La Croix, qui avait sur le journal le plus antisémite de France, hein, qui était marqué comme ça, voilà, sur le journal. il y a Ah, marqué- c'était par fierté. Ah oui, bien D'accord. sûr. Ok. Comme on dirait C'est un aujourd'hui, slogan. le journal le plus islamophobe de France. Marqué, il y a aujourd'hui des gens qui seraient pas loin de Ça marquer. s'appelle Mariam. Ben, Ouais, Marianne, c'est vrai. le journal le plus islamophobe de France. On arrive vraiment à des choses. Et la Croix avait cela, hein. D'accord. Et ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu en fait, de désantisémisation, je sais pas comment on pourrait le dire, hein, en tout cas de déracialisation, de la société en France, d'éducation à l'antiracisme. Et il n'y a pas eu, ça a été le cas dans certains pays, mais ça n'a pas eu lieu en France. Donc il est évident que les démons de l'antisémitisme sont toujours là. Sauf que le problème, c'est qu'on voit à quel point ils agissent aujourd'hui. Ils sont repris par cette droite et cette extrême droite qui étaient eux-mêmes les vecteurs de cet antisémitisme, hein, et ils sont recyclés dans la lutte contre ceux qui... Alors voilà, je pense qu'il faut continuer à faire ce qu'on fait. Il faut démasquer la fausse lutte contre l'antisémitisme, dire que l'antisémitisme est une chose suffisamment sérieuse pour ne pas être instrumentalisé justement. Voilà, alors c'est un combat qui est long, qui est difficile, et surtout pointer du doigt une certaine forme d'antisémitisme d'État. Et on ne le dit pas assez. Bon, ça a été dit, en tout cas, en ce qui concerne le pire, etc., ça a été dit largement, hein, par vous aussi, chers camarades, mais c'est ça, c'est que l'État, c'est une forme d'antisémitisme, d'instrumentaliser. Alors, convaincre les victimes de cela, c'est pas évident, je sais bien, mais l'État produit cela. Et il le fait avec des gens qui sont réellement antisémites en plus, aujourd'hui, le RN. Et on terminera avec Simon qui aura le mot de la fin. Euh, Alors, pas aussi long que le premier mot que tu as le eu. premier mot du début. Ouais. Non, mais je souscris voilà, à ce qui vient d'être dit et tout particulièrement à
la manière dont tu as conclu, Elie, effectivement, la repolitisation de la lutte contre l'antisémitisme, c'est vraiment ce qui est au centre des priorités qu'on doit avoir pour lutter contre l'antisémitisme. Dire ça, ça veut dire qu'on lutte contre les structures et le pouvoir qui produisent cet antisémitisme-là, c'est-à-dire l'État-nation, c'est-à-dire l'extrême droite, c'est-à-dire toutes les forces politiques qui se rattachent à cette forme de pétainisme transcendantal, de cette certaine idée de la France, en tout cas de ce que doit être la nation française, homogène, etc. C'est aussi, tu l'as dit Youssef, effectivement, le fait de lutter contre l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme, parce qu'on nous reproche, nous, souvent, à TEDx, de dire mais vous luttez contre l'instrumentalisation de l'antisémitisme pour ne pas lutter contre l'antisémitisme. Sans comprendre qu'en fait, la lutte contre cette instrumentalisation, elle fait partie de la lutte contre l'antisémitisme parce qu'elle produit de la confusion, elle entrave le déploiement d'une lutte conséquente contre l'antisémitisme, etc. Et dire ça, c'est juste deux choses. C'est déjà reconnaître qu'on ne peut pas lutter contre l'antisémitisme sans l'inscrire dans une lutte contre le racisme en général, parce que c'est des logiques de pouvoir, c'est des logiques structurelles qui sont similaires, qui sont les mêmes. Et surtout, sur le plan plus stratégique, on a besoin d'un camp politique fort et assez fort pour être capable de mener cette lutte de manière conséquente. On s'attaque au pouvoir, on s'attaque à l'État, on s'attaque aux forces politiques qui aujourd'hui incarnent cet État-là, ce qui rentre dans le bloc bourgeois ou le bloc fasciste. On a besoin d'un camp politique assez fort, donc on doit aller chercher des alliés. Et on doit aller les chercher évidemment dans la gauche radicale, évidemment dans les autres populations et minorités qui sont victimes de racisme. C'est le seul horizon stratégique possible pour lutter contre l'antisémitisme. Eh ben écoutez, on va terminer là l'émission. Merci Simon, merci Youssef, merci Elie pour cette première. On le valide? On valide Elie ou pas? Ils n'écoutent pas du tout. Ils sont perdus. Bah, complètement. 1000%. Tu valides Elie? Non, c'est Ça va, j'ai donné des gages, là, c'est bon. Tu valides ou pas, Youssef? Et pas assez de chocolat aussi. Ah, ouais, il est venu les mains vides, c'est ça le problème. Merci. Il fallait que j'en emmène. Ah mais non, mais on doit pas le dire en fait. Ça doit être. Merci Yazid. Merci. Merci Yazid, l'équipe technique. Merci Omar, merci Christophe, merci à tous et oui aussi à Adèle. Merci. Alors, on fait des petites promos. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Normalement, on parlera de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations. On parlera autant de foot que de politique, parce que c'est des enjeux importants en Afrique, la CAN. C'est pas pour rien qu'il y a autant d'investissements. Moi, demain, je me retrouve à Rouen, où j'interviens avec Louis Boyard et Alma Dufour pour parler de Gaza. On fera peut-être... Ouais, il y a Louis Boyard. Ouais. Ouais, c'est cool. Et on se retrouve aussi peut-être dans la semaine avec Samir, si je suis pas trop fatigué. On se retrouvera pour un petit live avec Samir de 2 heures. Demain, non, ils enregistrent et ça sera rediffusé plus tard. Merci beaucoup, merci à tous, merci pour le soutien et à très vite.